Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce stream. Un stream original, on va dire aujourd'hui, enfin par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que vous savez, je suis historienne de l'art. Mais, bon, celles et ceux qui me connaissent le savent, je pense, j'espère, que en parallèle de mes activités d'historienne de l'art, eh bien, je dirige une agence web. Voilà. Et on s'est dit, avec Aesium, avec qui j'ai fondé l'agence web, que ça pourrait être pas mal de discuter avec vous, notamment parce qu'on reçoit, pour situer un petit peu le truc, on reçoit pas mal de demandes pour faire des stages, des demandes des candidatures pour être recrutés, et d'ailleurs nous on a recruté, on a la chance d'avoir pu se développer, d'engager notamment des personnes qui sont de profil, on va dire, typiques, voilà, de carrière web, mais on a aussi recruté des personnes qui sont complètement en reconversion professionnelle, aussi des stagiaires. Donc l'idée, voilà, c'est on s'est dit, ça pourrait être pas mal d'en discuter, parce qu'on a vu aussi notamment le tweet de Chromette. Chromette, t'es là? Chromette, viens vite! Voilà, donc des questions autour de comment ça se passe la reconversion professionnelle. Donc, bon, par contre, attention, on est une agence web dans le sens où on a notre manière de faire, de voir. Il est en train de piquer toutes les chouquettes, le temps foiré là. Vite, je me dépêche. Enfoiré. Ah là là, ça c'est le timer, tu sais. Donc forcément, nous, on a une manière de faire, une vision que tous les recruteurs n'ont pas. C'est logique. Donc nous, là, l'idée, c'est de faire une discussion, de vous dire, nous, comment on voit tout ça. Et l'idée, c'est pas, en gros, de dire que c'est pour argent comptant, dans le sens où si on vous dit des choses contraires, ça peut arriver. Voilà, c'est bon. Voilà. Et mais du coup, tiens, toi, t'as vu, t'as un siège plein de poils de chat. Donc, Donc du coup, je vais accueillir Aesium, qui est mon associé. Allez, ramène-toi. Et c'est bon, il a ramené les chouquettes. Vas-y, rends-moi ça, là. Vas-y, là, rends les chouquettes, là. Mais... ah, d'accord. Faut élargir un peu ta pièce de stream, là. Ah, bordel, ça commence bien. Attends, comment on va faire? Comme ça. Je vais baisser mes chats. Ouais, non, c'est bon, c'est bien. C'est bon, là? Ouais, Ouais, c'est pas mal, là. Attends, je demande... Non, comme ça. Comme ça. Comme ça. Par contre, je demande, est-ce qu'on devrait pas augmenter, là, un peu? Peut-être. J'augmente... Attention, les gens... Puisqu'on est un peu plus loin du micro. Ouais, je pense que là, c'est pas trop mal, quitte à baisser encore un tout petit peu la musique, ici. Peut-être baisser ça, parce que... Ouais. Ah, parce qu'on ne voit pas mon visage agréable. Ah, mais il y a le chat gracieux. Il y a le chat qui te couvre la tronche. Mais c'est pas grave, ça. Ça aussi. Ah, ouais, vas-y, si, calme. Et hop là, la magie. Voilà. Et hop, parce que... On va y arriver. Alors, Salut, attends. Germain. Il a coupé le son. Ça me fait mal. Voilà. Ouais, là, ça devrait être pas mal. Aesium a la tête dans le chat. Dans le chat. C'est pour ça que j'écris toujours chat avec un T. Parce que je trouve que c'est un peu ambigu, tu vois. Mais... Au secours! C'est compliqué. Attends, il y a des trucs là, je peux pas. C'est la problématique de tes chaises de gamer. Non, mais... Il y a pas ça, c'est que là, il y a tout mon matos pour dormir quand je suis de garde ou autre. Ou quand Isnar vient à la maison. Il y a mon lit de camp pour quand je dois dormir au centre de traitement. Donc peut-être un peu... Attends. C'est bon, là. Là, c'est bon, là? Ouais, on est bien, là. Je pense que le chat nous entend, non? Ouais, mais est-ce que c'est équidistant? Non, je suis pas sûr. Voilà. Faut parler un peu plus fort, au pire. Là, c'est mieux. Voilà, bonjour. Bienvenue sur Aesium Gaming, je te jure. Oh là! Oh, tu vas avoir du haut niveau. Oh, ouais. Ouais, mais franchement, tu pourrais grave faire des lives d'Overwatch. Oh, non. Oh, tu te démerdes pas mal, hein. Je carie, quoi. Alors que moi, je suis... Et lui, Je suis pas... Ouais. Je me débrouille en pocket healing, on va dire. C'est pas Covid-friendly, c'est honteux. Ah, mais c'est grave. On a fait un test avant. On a fait un test. Et c'est bon. Et la personne qui a fait le test, c'est Gigi. Donc elle nous a mis sa griffe là, dans le nez. Puis elle s'est dit, c'est bon. Non mais laisse les chouquettes, elles t'ont rien fait là. Vas-y, laisse-les vivre un peu, les pauvres. Non, mais vas-y, je te laisse animer, moi. Ah oui, d'accord. Le gars, il est venu pour bouffer en fait. Je lui ai dit, vas-y, viens, il y a un café. C'est moi qui ai ramené les chouquettes. Ça va, pour une fois que tu fais un truc. Ça vanne direct.
Mais oui, non, mais t'as vu, il piquait chez les chouquettes, ouais, c'est quel enfer. Donc bon, voilà. L'idée, comme je vous disais, c'est de discuter un petit peu de recrutement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se posent ces questions, encore plus, je me dis qu'encore plus avec le Covid, la période Covid, il y a eu... attends, du coup, je pense que je vais pouvoir virer ça. La musique, c'est bon, on est bon. Ah, la libération des oreilles. Le Covid, je pense, a apporté aussi tout un questionnement, non seulement sur le télétravail, mais aussi sur la création de sens dans ce que tu fais. Enfin, en gros, ça a été une période hyper anxiogène, hein, donc ils sont en train de faire des recherches sur ça, sur enfin, en gros, qu'est-ce que ça a eu comme impact psychologique sur les personnes, les étudiants, enfin, peu importe. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse tendance de reconversion professionnelle, et le web a notamment pas mal attiré les gens. D'ailleurs, je ne sais pas si dans le chat, il y a déjà des personnes qui sont dans cette problématique-là, si elles-mêmes ont dû... elles-mêmes sont un exemple de reconversion, donc pas forcément là depuis peut-être un an, mais peut-être depuis plus longtemps, ou qui y songent. Donc dites-nous dans le chat si c'est votre cas. Mais ouais, il y a eu ça, et d'ailleurs, nous, on a été confrontés, c'est pas un truc, voilà, mais confrontés dans le sens où on ne pouvait pas répondre positivement aux demandes. On a eu des cas, voilà, de candidature où on a aussi pu, heureusement, recruter des personnes dont certaines étaient en reconversion. Voilà, donc peut-être présenter un peu l'agence, si tu veux, avec la manière dont on voit le métier un petit peu, pour comprendre aussi pourquoi on a choisi certains profils et pas d'autres. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui comprennent un petit peu d'où on part. Ok, alors, tout a commencé il y a plusieurs milliards d'années. J'allais dire le Big Bang, mais là, je vais me faire taper dessus par Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, bon. Bah non, c'est oui, pas ça le a début. c'est pas le début. Oui, c'est pas le début. C'est la période la plus loin qu'on connaisse. Qu'on puisse observer. Observer, excusez-moi. Mais bon, Robin travaille, il n'est pas sur ce live, donc tout va bien. Voilà. Non, alors pour le début, comment ça s'est passé ? On est parti d'un constat qui était que les sites qu'on trouvait sur Internet étaient soit très bons techniquement mais très moches, soit très beaux mais très mauvais techniquement. Ce qu'on appelle mauvais techniquement, c'est mauvais en termes de sécurité, mauvais en termes d'architecture. Et donc, mauvais en termes d'architecture, ce qui apporte soit des problèmes de sécurité, soit des problèmes de référencement, soit des problèmes, on pourrait même aller un petit peu plus loin, des problèmes d'optimisation en termes notamment de temps de chargement. Parti de ce contexte-là, on a décidé de monter, alors que le chat s'exprime, on a décidé de monter donc une agence avec Sabine pour répondre à ces deux problématiques-là, enfin en tout cas à ces deux observations-là. Sachant que Sabine a effectivement un œil qui permet au sein de l'agence d'avoir une certaine direction artistique, et moi qui suis donc ingénieur de formation, ingénieur informatique et réseau, je pouvais apporter de petites, on va dire, connaissances techniques sur le plan de la conception des sites internet. Donc on a vraiment voulu allier ces deux côtés-là, le côté connaissance technique, le côté également artistique, sens du regard, manière de faire du storytelling également, d'apporter cet aspect-là. Quand on est historien de l'art, c'est vraiment une grande aide. Aujourd'hui aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle on est très ouvert à la reconversion et également au profil, on va dire, atypique. Au sein de l'entreprise, nous avons, par notre expérience, chacun de notre côté, et puis également notre expérience commune, observé que les profils les plus intéressants sont pas forcément les profils les plus... alors pas forcément techniques, mais sont pas les profils qui sont le plus linéaires, sont pas les profils les plus linéaires, dans le sens où la voie royale c'est bien, les gens qui ont fait une école d'ingénieur et qui sont passés par une classe préparatoire c'est bien, mais peut-être que ceux qui ont fait un BTS ou un DUT avant ont une manière d'appréhender le métier d'ingénieur par exemple qui est différente. Voilà.
qui est différente et qui n'est pas inintéressante suivant le profil d'entreprise qu'on peut avoir. C'est le cas de notre profil d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on porte, nous, en fait, je dirais pas qu'on va chercher forcément des profils atypiques, mais on n'écarte pas les profils atypiques. C'est-à-dire quelqu'un qui nous fait moi, tiens, j'ai fait des études littéraires et puis là, aujourd'hui, je suis développeur. Je fais des études de développeur, on se dit, ah merde. Enfin, pas ah merde dans le sens ah merde, qu'est-ce qui s'est passé, mais ah merde dans le sens vas-y, raconte-nous ton parcours, pourquoi t'en es venu là, qu'est-ce qui fait que t'as envie de faire ça, etc. Et on va y porter un intérêt particulier. Ouais. Et c'est vrai que rien que là, quand tu dis, ça m'a. Mais même nous, en fait, on est de la reconversion pro, en fait. Enfin, c'est ce que t'as dit en substance. Oui, bien sûr. Je veux dire par là, c'est que moi, j'ai pas du tout une. Enfin, tous les deux, fondamentalement, on n'a pas une formation. Moi, j'ai pas une formation sur le web. Voilà. J'ai une formation d'ingénieur informatique, mais pas sur le web. Voilà, et moi, je suis historienne de l'art. Tout ce que je connais en code, Et encore, attention, le peu que je connais en code, c'est parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, je pourrais te faire peut-être 2-3 trucs en CSS, et encore, il faudrait que je me replonge là-dedans. Mais voilà, moi, c'est... voilà. Mais comment dire, c'est vrai que là-dessus, on a tous les deux énormément appris à côté. Toi, tu fais des sites web depuis que tu as l'âge de 15 ans. Donc... Plus jeune que ça, d'ailleurs. T'avais un moins encore. T'avais 12 ans, un truc comme ça. Ouais, bon, allez, 15 ans. On peut arrondir à 15 ans. On va dire à 15 ans. Bah, du coup, c'est pas vraiment une reconversion, moi, parce que j'ai continué parallèle à toujours faire du site web. Mais oui, je me suis reconverti professionnellement, c'est-à-dire que je le faisais pas à l'échelle professionnelle. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en gros, quand je parle de reconversion, oui, parce que là, je parle de reconversion au sens large, dans le sens dans le cas du scolaire ou du professionnel. Mais c'est vrai que nous, rien que nous, on est dans le cas du professionnel au final, et encore, même pas parce qu'on trouve que c'est hyper complémentaire à notre manière d'être, à nos savoir-faire, nos compétences. Et du coup, ça, c'est peut-être un premier truc et astuce. En gros, de savoir défendre la reconversion, mais plutôt de montrer à quel point c'est logique par rapport à vous, en fait. Enfin, en gros, moi, je sais qu'il y a des gens, il y a des voix, ah, mais t'es historienne de l'art, mais quel rapport avec le web? Et du coup, quand j'explique, ils me disent, ah ouais. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'avais jamais pensé au terme de reconversion avant ça, parce que ça me paraît hyper fluide par rapport à tout ce que j'ai fait. Et un petit coucou à nos amis montréalais. Oui. Nos amis québécois. Du coup, cette émission, c'est pour recruter des gens chez vous. Ah. Non. Pas de sous. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Hein. Alors, c'est parce qu'en fait, on a... Comme j'ai vu des messages, notamment Chromette, qui demandaient des conseils pour les personnes qui voulaient se reconvertir dans le web, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être un sujet d'émission intéressant. Voilà, bah, nous on rêverait de recruter plein de gens, hein, et encore là on est à 5. Bon, en ce moment on est à 6 parce que nous avons un stagiaire avec nous qui est d'ailleurs en pleine reconversion le professionnel et scolaire, parce que là il est en train de se reformer du coup. Tout à fait. Et ouais, voilà, déjà la notion de reconversion, quand les gens te posent la question, parce que j'imagine qu'il y a des recruteurs qui doivent te dire en gros, pourquoi vous êtes dans une reconversion, plutôt de l'amener pas comme une reconversion, mais comme quelque chose de logique en fait par rapport à votre parcours. En vrai, il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse sur la reconversion. Ça dépend vraiment de vous, de votre profil, de comment vous allez défendre ça. Parce que parfois il faut le défendre quand le recruteur voit pas où vous voulez en venir avec votre conversion, ça va être à vous de le défendre et de venir parler en fait sur le même terrain que lui. Plutôt que de dire typiquement vous avez repris des études, peut-être que de dire que vous avez repris une formation professionnalisante, c'est un peu plus parlant pour le recruteur. Parce qu'il y a des recruteurs qui fonctionnent qu'avec certains mots-clés. Si vous ne mettez pas les mots-clés dans le bon ordre, c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, toi, Vézorette, tu marques que tu es reconverti. En gros, tu peux dire 2-3 éléments sur ton parcours. En gros, là, tu t'es reconverti dans quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de changer? Ça m'intéresse, du coup, de savoir ces choses-là. Et aussi, alors pourquoi... C'est vrai qu'on s'était posé la question, la première fois, on a été confrontés au recrutement. Donc, c'était... il y a un an, même plus, non, si, il y a un an, 2 ans, putain, ça fait déjà 2 ans. Bientôt 2 ans. Enfin, ça fait 2 ans qu'on a pris la décision de recruter. Voilà, ça fait 2 ans qu'on a pris la décision de recruter, et notre premier recrutement, ça a été des apprentis, parce que financièrement, c'était le plus simple, surtout qu'il y ait une aide de l'État. Donc ça aussi, que si vous candidatez et que vous savez qu'il y a des aides de l'État, communiquez à fond dessus. Précisez-le moi, j'avais reçu à un moment donné une candidature par email, et la personne qui m'envoyait de la documentation
sur ça, avec oui, voilà, vous savez que vous pouvez bénéficier de tel machin. J'ai trouvé ça super, super cool. Après, par contre, on pourra en reparler, mais la problématique après, ça va être l'âge. Alors, il y a deux raisons, je te coupe. Il y a deux raisons pour lesquelles on a recruté les apprentis. Et donc la première, effectivement, elle est financière. La deuxième n'est pas que financière. La deuxième, c'est que, comme nous, on est des bébés chefs d'entreprise, hein, on va pas se mentir. Même si l'entreprise, elle a 5 ans, on se manageait juste nous deux, et ça se passe plutôt bien. Introduire de nouvelles personnes dans une équipe, c'est toujours un risque, et c'est toujours un peu compliqué. Et là où les apprentis allaient devoir apprendre à travailler sur leur domaine, sur nos domaines respectifs, de compétences, sur nos champs de compétences. Nous, on allait apprendre à manager. Et disons que si ça se passe mal, un apprenti, à la fin de l'année, vous n'êtes pas obligé de le garder. Et quand je dis ça se passe mal, c'est pas forcément de la faute de l'apprenti. Ça peut être de notre faute à nous, de notre faute à nous, parce qu'on n'aurait peut-être pas été capable de manager correctement des gens, et peut-être qu'on se serait dit non, ça a été une catastrophe, on arrête là, on va continuer de bosser qu'à deux, quoi. C'est moins risqué, alors pas forcément en termes de coûts seulement, mais aussi en termes de responsabilité. Puis après, il y a aussi, on est enseignant, enfin, on a toujours, c'est aussi dans notre délire, enfin, on a toujours été des enseignants, donc pour nous, il y avait une chose logique, en fait, d'accompagnement, de dire, voilà, c'est des personnes qui sont en besoin, et nous, on a ce goût aussi de la transmission, donc je pense qu'il y avait cette logique aussi, qui était très, très forte, Alors attends, de Égypto École du Louvre à consultante en qualification logicielle. Ah, trop cool. J'ai fait Égypto à l'école du Louvre. Mais oui, ma petite viserette. On était ensemble. Voilà, et donc, consultante en qualification logicielle. D'accord. D'accord. Ouais. Et du coup, je sais plus si on avait déjà discuté. T'avais dû te former à ça. Enfin, parce que je sais que t'étais déjà passé dans le chat une autre fois. Je t'avais demandé ce que tu devenais, tu m'avais dit, par rapport à ce métier-là. Et tu as dû te reformer, ça s'est passé... je me rappelle plus, je suis désolée, je crois que je me demande si tu ne l'avais pas expliqué, mais je me rappelle plus. Salut les beaux gosses, coucou Sabine, bonjour la femme. Salut Drinto. Je suis passée par une école de reconversion professionnelle vers l'informatique financée mi-Pôle emploi, mi-futur employeur. Et ça a été compliqué, le financement Pôle emploi, parce que je trouve que c'est toujours galère. Enfin, moi, le peu que j'ai été confrontée à ça, je trouvais... Enfin, tout ce qui est financement via Pôle emploi, je dis pas galère dans le sens où ils veulent pas, je dis juste que c'est très compliqué pour eux de prendre ça en charge. Et il faut parler la langue de Pôle emploi. Il faut pas dire que tu veux reprendre les études, il faut dire que tu veux une qualification professionnalisante. 3 mois de formation intensive, ok. Et intensive, voilà, ça marche bien aussi. Ouais, voilà, c'est ça le truc, ouais. Et l'autre truc que je voulais dire, c'était par rapport quand tu m'as coupé la parole. Il réfléchit, il sait plus. Il est perdu. Ça y est. Je sais pas de quoi tu voulais parler, moi. Oui, pourquoi on recrutait. Oui. Moi, je sais plus du coup. Ouais, ça y est. On recrutait aussi pour s'agrandir, c'est-à-dire que l'idée derrière, c'était de prendre plus de projets, de pouvoir, alors pas forcément plus de projets, mais de pouvoir aller plus en profondeur dans les projets. Quand tu passes d'une équipe de 2 à 4, tu vas pas 2 fois plus vite, c'est faux, ne pensez pas, c'est pas linéaire, notamment parce qu'il y a toutes les couches management à gérer et compagnie qui prend du temps, mais vous allez quand même plus loin, ou plus vite. Et nous, c'était ce qu'on voulait. On voulait aller sur autre chose, faire des projets plus conséquents, plus gros, plus intéressants aussi. Parce que faire un plus gros projet, c'est pas forcément prendre un plus gros chèque, c'est également avoir des choses plus intéressantes à faire. Des défis plus intéressants à relever, plus compliqués peut-être également à relever. Et ça, c'est possible lorsque votre équipe commence à s'étoffer. Ouais, il y a ça... Et Alors, pas du tout, gars, j'ai été spammée d'annonces dans ma boîte, mais j'ai fini par aller voir, même si ça me semblait pas trop loin de mon boulot initial. D'accord. Ok, donc toi, les limites, ils t'ont grave encouragé, parce que je trouve qu'il y a des fois, pour trouver l'information, c'est le chèque qui est important aussi. Oui, carrément, Drento. On va pas se mentir. Enfin, mais par contre, il y a la notion de pari risqué. Et ça, nous, on savait que le fait de recruter, ça nous mettait dans une position... où à partir de ce moment-là, ce serait très compliqué de faire machine arrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à faire des projets où ça implique d'autres personnes, si ça fonctionne pas, que tu sois obligé, toi, Enfin, je trouve que on savait que c'était un pari risqué, on savait qu'on serait limite... Enfin, on avait la trésor d'avance aussi, donc on s'est dit ouf, et puis aide de l'État, donc ça a énormément aidé.
Mais c'est vrai que, en fait, quand tu crées ta boîte, tu as une première période de quelques années où, tu vois, c'est le flottement, tu sais pas si la boîte va perdurer, c'est compliqué de savoir. Et quand tu passes l'étape au-dessus, qui est le recrutement, en fait, tu retombes dans ce côté de flottement, ah voilà, ça se trouve, enfin, le temps que ça se... comment dire, que ça s'harmonise, enfin, ça se pérennise. Et là, c'est vrai qu'on enchaîne du coup depuis 5-6 ans. Alors, je vais quand même, avant de répondre à Germain, je vais quand même temporiser un peu tempérer un peu ce que tu dis, dans le sens où c'est vrai pour un recrutement en CDI, un peu moins vrai pour un recrutement en CDD, pour un recrutement d'un apprenti, c'est quand même relativement négligeable. Ouais, mais il faut un peu de trésor quand même d'avance, le temps que l'État te rembourse. Là où il faut de la trésor, c'est que jusque maintenant, on travaillait chacun dans notre bureau, et que du fait d'engager des apprentis, on a dû prendre des locaux. Ouais. Et que ça aussi, c'est un coût dans la trésorerie, qui est de l'ordre, dans la région où on est, donc dans le Val d'Oise, de l'ordre de 10 000 € à l'année, quoi. Voilà, donc ce qui est pas... Ce qui est pas exorbitant, hein, mais c'est un coût en plus, quoi. Alors... Un coût en plus que tu te mets pas dans les poches, forcément. Alors ça fait quoi une agence web ? J'ai envie de dire, ça dépend de qui a créé l'agence web et de qui constitue l'agence web. Tu vas voir d'où je veux en venir. Nous, par exemple, dans notre agence, il y a Alexandre qui est le directeur technique, il y a moi qui est la directrice artistique, je m'occupe aussi je suis responsable de la communication, de la formation. Et après, on a au sein de notre équipe, donc Alexandre s'est développé, on a aussi une autre développeuse, on a une infographiste, et on a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux. La plupart des... En gros, ça veut dire qu'on est capable de développer de A à Z des sites internet, des applications web. On est capable de faire du web design, on est capable de faire du WordPress. On est capable de faire des illustrations, des logos, des affiches numériques, comme on a déjà fait pour... quand j'ai annoncé certains lives notamment, on est capable de faire les bannières YouTube, enfin les vignettes YouTube. On est capable on a un aspect graphique. Ça ne veut pas dire que toutes les agences web font ça. Tu as des agences web où il n'y a pas du tout de développeurs. Donc ils vont plutôt partir sur du WordPress, enfin du CMS de manière générale. Donc CMS, Content Management System, si je ne me trompe pas. J'ai envie de dire service à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Donc en gros, la manière de créer un site avec WordPress qui n'implique pas de coder soi-même. Donc une sorte d'outil qui te permet de mettre des blocs ensemble et en fait derrière ça code, mais toi tu le vois pas, c'est juste que toi c'est assez simple, tu mets des éléments ensemble et ça crée un site internet. Voilà. Y en a qui font ça, mais ils ne sont pas du tout développeurs. Ils pourraient pas du tout développer un site de A à Z. Et de la même manière, tu as l'autre cas où au contraire tu n'as que des développeurs et tu n'as personne qui n'est capable de faire de la créa. Voilà. Alors, je vais quand même... je vais encore tempérer. Oh, le relou, quoi. Non, mais pour faire plus simple, une agence web, c'est une agence qui fait de la communication sur le web. Oui. J'ai été trop loin tout de suite. Voilà, vulgarisons. C'est une agence qui fait de la communication sur le web, que ce soit de la communication par ça va être Drinto qui se fout de ma gueule. Voilà, je suis perdu. Que ce soit de la communication par la création de sites internet, par de la communication sur les réseaux sociaux, donc du content media management, du social media management, pardon, d'ailleurs. Que ce soit effectivement de la vidéo YouTube, ça peut toucher un petit peu à l'événementiel également, sans non plus en faire sa spécialité, sinon ça devient une agence événementielle, bien entendu. Mais typiquement, là, ce que Sabine fait quand elle fait un live en musée, c'est de l'événementiel web. C'est pas juste on organise un événement avec 10 Pékins, avec du champagne à la fin. On devrait aussi, mais c'est un événement sur le web. Donc c'est tout ça, c'est tout cet aspect de la communication. Une agence web, c'est une agence de communication qui fait du web. Vous avez aussi d'autres types d'agences qui sont pas forcément donc d'autres types d'agences de communication qui font ce qu'on appelle, par exemple, vous avez des agences qu'on appelle des agences 360. Les agences 360, ce sont des agences qui font de la communication 360 degrés. 360 degrés, ça veut dire de la communication sur, voilà,
tout le pan de la communication qui existe. Donc le papier, le web, et tout un tas d'autres choses que nous on ne fait pas, typiquement aux Forges du Web. Vous allez avoir également dans la communication 360 tout un pan axé télémarketing que nous on ne traite pas, typiquement. Voilà. Et j'en profite, merci beaucoup à Ineco pour ton follow, bienvenue à toi. Donc on parle d'insertion professionnelle dans le web ou de reconversion professionnelle dans le web. Bienvenue. Oui, tout à fait. Et tu vois, finalement, tu as été plus loin que moi. Non, mais si, c'est vrai, finalement. Non, mais en fait toi, t'es parti des compétences qu'on avait en intérieur pour expliquer ce qu'on faisait, alors qu'en fait... je pense que les compétences, on s'en fout, en fait. Non, mais du point de vue de l'acheteur. Après, tu peux rentrer dans quel est ton facteur de différenciation. Et c'est vrai que notre facteur de différenciation là-dessus, ce sont les compétences qu'on a en interne, que tu ne trouves pas dans toutes les autres agences, parce qu'effectivement, comme ce que tu disais, et je vais complètement paraphraser ce que tu as dit, dans notre agence, comme on a des développeurs et des créatifs, on est capable de faire autre chose que, donc ce que Germain nous disait, du WYSIWYG, du what you see is what you get. Et on peut faire autre chose que du WordPress. Et ça, toutes les agences web n'ont pas ça. Je dirais que aujourd'hui, dans notre concurrence, on a environ 80% des agences qui font que du WYSIWYG, qui ne sont que des communicants, où ils ont très peu de techniciens. Alors ils vont vous dire qu'ils ont des développeurs dans leur équipe, mais en réalité, quand tu creuses un peu, ce sont juste des intégrateurs front-end, ce qui est très bien. Hein. Mais quand tu fais, voilà, merci. Quand tu fais du WordPress et que derrière, ce que tu fais, c'est grosso modo modifier le thème en changeant un peu le CSS et en changeant un peu d'HTML, moi j'ai beaucoup de mal à considérer que c'est du travail de développement pur. C'est pas du travail de développement pur, c'est du travail d'intégrateur. Mais il faut des compétences de développeur, hein, c'est pas la question. Hein, je veux dire, je ne rabaisse pas ça, mais on n'est pas dans le même niveau de complexité que quelqu'un qui redéveloppe un site web de zéro. Et ensuite, vous avez 10% des agences qui n'ont que des techniciens et qui n'ont aucun communicant et qui ne font grosso modo que de la sous-traitance sur les premières agences. Lorsque ces agences-là, par exemple, elles ont besoin de faire quelque chose de spécial sur WordPress et qu'elles ne savent pas le faire, et qu'il faut développer un module, une extension, un plugin ou un thème sur WordPress, font appel à ces agences-là. Et ensuite, donc j'ai dit 90, donc c'est plutôt 95, 15%. C'est comme les sondages BFM. Ouais, c'est ça. T'as 95, putain, tu m'as perdu, t'as 80%, t'as 15%, 150%. Et t'as les 5% restants, tu as les 5% restants qui font ce qu'on fait. C'est-à-dire qui ont tout le pan à l'intérieur, voilà. Je te jure, hashtag ASIOM BFM. C'est pas moi, c'est Drito. Mais c'est le chat qui me perturbe. J'ai pas l'habitude d'être en live et pas l'habitude de lire un chat non plus. Je te jure. Et justement, en termes de concurrence, c'est pas. Tu vois, je lui retire parce qu'il s'amuse à ouvrir, à fermer mon stylo. Donc il me t'as raison, j'ai bouffé des chouquettes. Ouais, moi je des chouquettes. Donc attends, t'as la question de Drinto. En termes de concurrence, c'est pas super rude. Oui et non. Par rapport aux agences, c'est ça la question, c'est un niveau agence web. Moi, j'arrive pas à avoir un regard là-dessus, moi. Pour moi, comme je vois le côté apporteur d'affaires, c'est-à-dire que comme justement, on a ce côté très différenciant qu'on trouve pas dans beaucoup d'agences, il y a pas mal d'agences qui nous contactent pour... Enfin, imagine, t'as une agence, on dit « Ouais, je voudrais faire ça ». L'agence, elle dit « Oui, je prends ». Et elle a fait « Ah merde, je sais pas faire ». Coucou, tu viens ? Viens avec nous, viens copain. Enfin, et tu vois, nous, on a pas mal finalement d'agences avec qui on travaille, qui acceptent des projets, mais qui n'ont pas les compétences en interne, et du coup, elles font appel à nous. Alors. Mais après, voilà, je vais me faire un décart en attendant. Ah ouais, tiens, volontiers. Oh, bordel. Un café tout court, moi. Hop. Vas-y, comme ça, je pourrais me mettre au milieu et tout. Non, mais calme-toi, je reviens. Alors, pour répondre à Drinto, sur la concurrence, c'est un peu particulier. Sur la concurrence, on a de la concurrence. La concurrence est nombreuse. Elle n'est pas forcément rude, mais elle est nombreuse. Là où la concurrence n'est pas rude, c'est que finalement, sur tout le secteur des agences web, on n'a que 5% des gens qui sont sur le même facteur de différenciation que nous. Donc de fait, la concurrence n'est pas forcément très rude. Par contre, là où c'est compliqué,
Donc ce qui nous permet de faire pas mal comme disait Sabine, de partenariats, et on a beaucoup d'agences web pour lesquelles en fait on travaille en synergie parce que nous on peut apporter des choses différentes. Il y a des agences 360 nous avec lesquelles on travaille parce que typiquement par exemple nous du papier on n'en fait pas, donc on renvoie le papier à ces gens-là. Par exemple le SEA, donc le fait de payer sur Google pour avoir son petit placement ou le fait de payer des pubs sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est des choses qu'on ne fait pas non plus au sein de l'agence. On fait du web, mais ça on fait pas, on considère que c'est un autre métier. C'est du du placement marketing, du placement de produits. Des choses qu'on fait pas. Tu as aussi des agences qui vont être spécialisées dans le fait d'aller voir des influenceurs pour faire des placements de produits, justement. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas non plus dans le web. Donc, oui, la concurrence, il y en a, on peut travailler avec. Là, par contre, où tu as raison, où la concurrence est rude, c'est que pour certains clients, que ce soit nous, qui soyons spécialisés et qui soyons capables de faire du développement web, ou un auto-entrepreneur qui fait ça sur son temps libre, après son travail, ou qui fait ça pendant que madame a un travail de salariat, et donc s'il rapporte pas beaucoup d'argent, c'est pas grave, et qui te fait un site web à 500 balles, soit entre 5 et 10 fois moins cher que ce que nous on peut proposer, effectivement, la concurrence est rude. Mais alors, la différence avec ces gens-là, c'est que nous, dans 10 ans, on est encore là. Alors qu'eux, dans 10 ans, leur clientèle, on l'aura reprise. Là, j'ai encore eu récemment un prospect qui m'a appelé parce que... Non, j'ai même eu 2 prospects récemment qui m'ont appelé. L'un parce qu'elle voulait se séparer de son prestataire actuel qui lui a fait son site web à 500 balles, mais qui n'arrive pas à se démerder avec la maintenance. Donc on a repris la maintenance de ce site web-là. Et j'ai un autre prospect qui nous a appelé, et qui nous dit oui voilà moi j'ai fait mon site web il y a quelques années, mais bon le gars, la personne qui a fait ce site web là c'était un auto-entrepreneur, puis là je sais pas ce qui s'est passé, il a arrêté de travailler et puis il a lâché tous ses clients, il a pas trouvé de repreneur, je trouve que c'est un scandale et gna 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 gna. Ouais mais bon les mecs, si vous exploitez des gens qui font des sites web à 500 balles, qui à un moment donné se rendent compte qu'ils ont été un petit peu les dindons de la farce et qui se sont fait exploiter par des gens qui étaient un peu, je suis désolé, qui n'avaient pas les moyens de payer du site web ou qui n'avaient pas les moyens de donner à la communication, bah, ces gens-là, une fois qu'ils sont partis en burn-out, bah ouais, ils balancent tout, et puis ils vous laissent vous démerder, quoi, avec votre site web. Donc à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir est-ce que tu veux juste un petit site web, qui sera très bien d'ailleurs, hein, un petit site web carte de visite qui fonctionne très bien, ou est-ce que tu veux un vrai accompagnement commercial et marketing, et auquel cas tu t'adresses pas à la même agence. Donc la concurrence, elle peut être rude juste sur l'activité, on va dire, création de WordPress, parce qu'effectivement, tu trouves tous les prix. Du WordPress, ça commence à 450 balles. J'ai trouvé des concurrents qui font des WordPress à 450 balles, tout compris. J'ai des concurrents qui font des WordPress à 100 000 euros. Donc tu trouves vraiment de tout, pour le coup. Alors après, un WordPress à 100 000 euros, tu n'as pas que du WordPress. Tu as l'accompagnement marketing, tu as l'accompagnement stratégique. La plupart du temps, tu as à peu près 45, entre 30 et 50 pages. Bon, c'est en fait... Il faut vraiment rentrer dans le détail et comparer des choses qui sont comparables. Alors, et du coup, attends, t'as fait l'autre question de Drinto ou pas là? Ok, vous êtes inséré dans l'environnement pour permettre de mettre à disposition vos compétences. Et concrètement, en termes de projet, argent, enfin, plutôt facturation, enfin prix, pardon, rentabilité, c'est ok. Avec les autres agences ou... Alors, avec les autres agences, ça va dépendre desquelles. J'aurais plein d'anecdotes à raconter sur le sujet. Il y a une agence avec laquelle je travaille depuis maintenant quelques temps et qui continue de bosser avec nous, qui m'a dit l'autre jour, vous êtes cher, mais j'ai pour habitude de travailler avec des gens fiables, et comme vous êtes fiable et que vous m'avez sorti de la merde plus d'une fois, j'ai pas de souci à payer ce prix-là. Voilà. Et paradoxalement, je vais prendre un autre cas de figure d'une agence, d'une personne, pardon, qui se vend comme agence web, mais qui est micro-entreprise. C'est pas grave, hein, encore une fois, mais je veux dire par là que c'est une personne qui gère tout toute seule. Vous avez le droit d'exister. Non, mais... Ah putain, mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Non, mais c'est une personne qui gère tout toute seule, donc elle est forcément très, pas surmenée, mais tirée de tous les côtés, entre la com à faire, même si c'est que du WYSIWYG, WordPress, il y a quand même un certain nombre de compétences techniques qu'il faut avoir pour comprendre ce que tu fais et pas faire des conneries. C'est d'ailleurs l'une des grosses problématiques du no-code ou du low-code, c'est que les gens pensent que c'est super simple, et c'est vrai que en théorie ça a l'air d'être un jeu d'enfant,
Mais en réalité, tu peux vite faire une erreur dans la configuration et ouvrir une brèche dans la sécurité ou faire une grosse connerie. Ça peut arriver. Bref. Donc cette personne me contacte. Elle me dit qu'elle a un problème de sécurité sur son WordPress, qu'il faut refaire tout l'audit, qu'il va falloir refaire le WordPress et peut-être même refaire la sécurité du WordPress et peut-être même refaire un WordPress complet pour comment on appelle ça pour refaire le thème parce que le thème était cassé. Cette personne a démarché une entreprise et elle a proposé, si je raconte pas de conneries, elle a proposé de reprendre le WordPress pour 3 fois moins cher que ce que l'agence web faisait. Ça doit être quelque chose qui était inférieur à 1 000 € de maintenance par an. Donc dans les 500, je crois, 500, peut-être 650 € de maintenance par an. Donc moi je lui dis ok, on peut faire un audit, l'audit ça sera tant, parce que moi l'audit ça me prend un peu de temps, et puis même si ça me prenait pas de temps, en réalité il m'a fallu 10 ans pour être hyper compétent, c'est quelque chose qui se paye quoi. Tu veux expliquer vite fait un audit, je sais pas si tout le monde sait, enfin dans le doute je sais pas, si tout le monde sait ce que c'est un audit. Un audit, en gros, on va me donner les accès au site web, donc au back-office, donc la partie administrateur, la partie administration. On va me donner les accès à la base de données, les accès aux fichiers. Je vais aller fouiller un peu là-dedans. Ah non, pas une audit, ce serait pas mal. Non, je vais aller fouiller un peu là-dedans et je vais regarder qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut corriger. Je vais rédiger un rapport en disant voilà, il y a ça qui va pas, on peut faire ça pour améliorer, ça pour faire des choses. Voici le rapport et maintenant démerdez-vous avec ça. Ça c'est juste l'audit. Donc à cette personne, je lui propose de faire un audit. Un audit, du coup, si vous préférez, un auditeux. Une Audi Volkswagen. Pas une Audi. Un audit. Audit été. Audit été. Un audit. Oh, putain, insupportable. Ingérable, ce chat. Ah, je reviendrai pas, franchement. Ah, mais ça vous m'énervez. Donc, un audit. Derrière, je propose aussi de corriger les problèmes. Si l'audit, elle n'est pas capable de le mettre en place, enfin de mettre les solutions en place elle-même, je propose également de faire les solutions en place. Donc, je dis, bon, ben voilà, pour l'audit, ça fera tant. Et elle me fait, mais avec ça, il y a tout, il y a la correction des bugs, il y a aussi le café, il y a aussi le fait de refaire un design complet du site web. Et je fais non, là il y a que l'audit. Elle fait mais il y a quoi à la sortie de l'audit? Je fais à la sortie de l'audit, il y a un rapport sur, alors ça va dépendre de combien de problèmes il y a, une feuille A4, 2 feuilles A4, 3 feuilles A4, 10 feuilles A4, s'il n'y a que des problèmes, avec les solutions proposées, etc., etc. Et elle me dit non mais c'est inadmissible, moi je facture que tant la maintenance, vous pouvez pas me demander autant, etc., etc. Et bon, elle m'a pas raccroché au nez, mais ça s'est terminé là, quoi. Au final, je sais pas si elle a trouvé une solution. Et la problématique que cette femme avait, et moi je me sens un peu gêné pour elle, cette personne, pardon, c'est qu'en fait, elle a pris la place d'une autre agence en baissant son prix, mais drastiquement, donc 3 fois, en disant je sais faire, on va tout régler. Elle savait pas faire, et au final, quand vous arrivez avec le même prix que l'ancienne agence, qui est un prix plus ou moins normal, c'est... en fait, elle se retrouve bloquée. Elle se retrouve bloquée, d'autant plus que sa problématique, comme elle m'expliquait, c'est que si jamais elle règle pas le souci, elle perdait son client. Bon, là, mais c'est la question du dumping, enfin du fait de baisser ton salaire pour être plus attractif auprès de prospects, de clients. Au bout d'un moment, c'est qui tout double, quoi. La problématique là, c'est que c'était une personne qui était en... Alors on a parlé de reconversion tout à l'heure dans le salariat, mais c'est une personne qui a fait une reconversion suite au Covid, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi suite au Covid, qui se sont dit, moi j'ai quelques petites compétences en communication, en marketing, donc je vais me lancer là-dedans, puis un WordPress c'est vraiment pas compliqué. Se sont lancés là-dedans, mais sans avoir de connaissance du marché, du tarif, de la complexité de l'outil. Parce que WordPress, franchement, tant que ça fonctionne bien, vous pouvez faire des WordPress à 500 balles, hein. Je veux dire, un WordPress one page, vous téléchargez un thème, vous touchez pas au thème, vous touchez pas aux couleurs, vous touchez pas au CSS, vous mettez 3 mots-clés à la con, 2 images, pris sur Shutterstock, pour 500 balles. Bon, si vous êtes tout seul, je veux dire, si vous n'avez pas de voiture de location pour faire des déplacements à payer, si vous n'avez pas d'essence, si vous n'avez pas de local à payer, etc., ça va. Enfin, franchement, c'est pas déconnant. Alors, le jour où il y a un problème, là, vous comptez pas vos heures, quoi. C'est ça le truc. Alors, cette personne a le droit d'être une femme. Oui, cette personne a le droit d'être une femme, Drinto, mais je ne voulais pas insister sur le fait qu'elle soit une femme. Voilà. Voilà, je voulais pas que ce soit interprété comme ça. Mais oui, elle a tout à fait le droit d'être une femme. Ça va. Alors, non, mais puis effectivement, il y a eu...
il y a ce côté, effectivement, tant que ça fonctionne, c'est cool, mais bon. Pour dire qu'il y a eu aussi, je pense, beaucoup de... Je trouve qu'il y a eu énormément aussi de communication pendant le Covid autour de ces questions de reconvertissez-vous dans le web. Parce que... j'ai l'impression que ça a été le truc facile. C'est facile. Ça donne l'impression que c'est facile. Mais effectivement, tant que ça marche, moi, je peux te faire un WordPress sans problème, tant que ça fonctionne bien. Quand ça commence à planter, là, je regarde Alex en pleurant. Voilà, ça marche plus. Et là, la notion de développement, de débugage et tout, elle est waouh. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, si je devais me lancer toute seule, je ferais que du WordPress. Et puis, effectivement, j'aurais pas de locaux. Enfin, je serais... Voilà. C'est simple. Au boulot, quand je reçois un coup de fil des membres de l'équipe, un message sur la messagerie interne du boulot ou un mail, c'est forcément parce qu'il y a un truc qui va pas. J'ai jamais un message pour me dire Alexandre, je vais bien aujourd'hui, tout va bien dans ma vie, je suis heureux, je suis heureuse. Ça n'existe pas. Quand j'entends Alexandre, je sais que les emmerdes commencent. Ouais, du coup ça va pas être marrant pour dans tout ce qui est domaine privé, familial, dès qu'il y a un problème, Alexandre c'est le truc. L'enfer. Attends, je vais faire ça, j'ai envoyé un SMS, attends. Non mais le pire, alors, pour l'anecdote, oui. On a Bérénice, il y a que Bérénice ou il y a aussi Oriane? Non, il y a Bérénice qui m'a fait ça. C'est Bérénice, donc qui est notre infographiste. Parfois, elle envoie un message à Alexandre pour dire « Alexandre, je vais bien ». Et du coup, ça lui fait... Elle m'a fait ça pendant une semaine, ouais. Tous les jours pendant une semaine, la bourrique. Mais bon, elle est joueuse. Normal. Non, moi, ça m'a fait marrer. Il se plaint, voilà. Bref. Oh là, qu'est-ce que tu racontes, Rinto? C'est pas un problème, ça? Ça dépend du point de vue. Ouais. Ah oui, pardon. Dans ce sens-là, oui. Ouais, tout à fait. Sinon. Après, est-ce que... Oui, je crois que tout à l'heure, ce que je voulais évoquer, c'était le fait de pourquoi on avait recruté... notamment certains profils. Oui, parce qu'on s'est un peu éloigné du sujet, effectivement. Ouais, voilà. Après, il y a les questions du chat, tout à fait. C'est normal. Mais effectivement, là, par rapport à l'équipe qu'on a, donc, comme je vous disais, on a une développeuse, et donc Oriane. Et Oriane, elle est l'exemple parfait de quelqu'un qui voulait se reconvertir pendant ses études. Donc, elle a commencé des études notamment de journalisme. Et à un moment donné, elle a découvert le développement et elle s'est dit, je veux faire ça. Et en gros, quand on a reçu sa candidature, elle disait clairement, j'y connais que dalle. Moi, elle l'a très bien écrit parce qu'elle est très littéraire. Mais en gros, j'y connais rien. Et là, je veux intégrer j'ai intégré cette formation et donc je suis à la recherche d'une alternance. Et en gros, voilà, est-ce que vous avez besoin? Il va mieux expliquer que moi. Non, je vais pas mieux expliquer, mais on va atteindre un truc qui est important, en tout cas pour nous, qui est la lettre de motivation. Je sais qu'aujourd'hui, on explique aux gens la lettre de motivation, c'est bullshit, faut pas envoyer, les gens ils les lisent pas, et gna gna gna, ils lisent que les CV, et encore les CV finis c'est la poubelle. Néanmoins, c'est faux. Bon, alors déjà, en tout cas pour nous c'est faux. J'accorde à titre personnel une grande importance à la lettre de motivation. C'est pas tellement pour savoir si le candidat sait écrire français, c'est savoir s'il est capable de m'expliquer ce qu'il recherche, parfois avec des mots simples, et dans certains cas aussi vérifier que la personne est capable d'exposer un problème, une solution, grosso modo une introduction, un développement, une conclusion, et de me donner envie, entre guillemets, de le connaître. On est des profs, hein, Oriane, là-dessus, elle m'a écrit une lettre, dont je me souviens encore, alors pas dans les détails, je l'ai encadré, dont je me souviens encore à peu près des détails, mais où elle m'explique, voilà, j'ai fait des études de journalisme à la Cato de Lille. Paris non, pas ni Lille ni Paris, c'était Angers, pardon. Quelle idée d'habiter Angers. On vous aime, les gens qui viennent d'Angers. En plus, j'ai des clients là-bas. Fais pas la con. Merde. Voilà, j'ai découvert le code et tout, donc je m'y suis mis. Là, ça fait 6 mois que je travaille en autodidacte. J'ai appris tel techno, et je m'entraîne à faire un... Elle était un peu candide. Je suis en train de développer... Oriane, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Elle est en train de développer un site e-commerce.
Seul. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas d'expérience de développeur, qui me dit, je vais commencer, puis je vais commencer par un site e-commerce. Donc déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur, ou... Et t'as fini de jouer avec le chat ? Donc quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans la chose, et elle conclut par tout ça. Oui, ambitieuse, effectivement. Ambitieuse. Alors c'est soit quelqu'un qui n'a pas peur, soit quelqu'un de totalement ignorant sur la difficulté de créer un site e-commerce, et il y a un petit côté mignon du coup, au choix. En tout cas, ça m'a donné envie de connaître un peu plus ce profil-là. Et j'ai décroché mon téléphone et je l'ai appelé. Et effectivement, ce qu'il y a de bien avec le profil, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a, en partie pour ça qu'on l'a recruté, c'est qu'Oriane, elle est arrivée et elle nous a dit, voilà, je sais que je ne sais rien. Alors, encore une fois, attention, ce que je vous dis là, ça a fonctionné pour nous, parce qu'on est une petite équipe. Ouais. Ça fonctionne également pour nous, parce que moi, j'avais pas de souci à investir du temps sur un apprenti, parce que si ça fonctionnait, je savais que l'apprenti, je le gardais l'année prochaine. Oui, on était dans une optique de recrutement. De pérennisation. Ouais. C'est-à-dire que j'étais pas en train de former quelqu'un qui allait partir à la concurrence. D'ailleurs, c'est une des questions que j'ai posées, que j'ai pensé, en tout cas, toi, tu l'as posé par rapport aux apprentis dans la com, et moi, je l'ai posé également par rapport aux apprentis dans la technique, c'est si jamais je vous propose un CDI à la fin de l'année, est-ce que vous restez ? Bon, personne n'a répondu non, cela dit, mais ça faisait partie du... Non, j'ai quand même des gens qui ont été honnêtes, qui ont dit je sais pas. Ouais, voilà, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de... C'est vrai. Il y en a, ouais. Et aussi, il faut pas oublier, c'est vrai qu'on est prof, on a l'habitude aussi de former des gens dans le secondaire, et moi j'avais pas de souci à former, à passer du temps, à former notre apprenti développeur là-dessus. Donc j'ai pas eu de souci à prendre effectivement quelqu'un comme Oriane là-dessus qui disait clairement je ne sais rien, voilà. Dans ma boîte, la majorité des gens viennent de reconversion, il y a des profils tellement variés, c'est super enrichissant. Et c'est même super enrichissant pour la boîte. Enfin, après, de nouveau, dans tout ce qui est recrutement en alternance, peu importe l'âge, j'ai envie de dire, effectivement, il y a différents types de profils d'entreprise. Il y a les gens, il y a les entreprises comme nous qui sont des petites structures qui n'ont pas forcément envie de garder la personne à la fin, mais bon, voilà. Et tu as carrément les grands groupes, faut être honnête là-dessus, il n'y a pas forcément une dynamique derrière de recrutement, et il y a plus une... Et encore non, tu me diras même dans les petites boîtes aussi, l'idée c'est de payer pas trop cher, ouais non, si peu importe. Alors on va dire qu'il y a deux surtout manières de voir l'apprenti, soit quelqu'un que tu comptes former et ensuite faire pérenniser dans ta boîte, donc tu vas passer du temps, voilà, le garder, et il y en a, ils disent que de toute manière, ils vont enchaîner tous les ans. Voilà, que tu sois une petite ou une grosse structure, c'est vrai que ça arrive dans les deux. Et il y a autre chose, c'est vrai que nous, comme on voulait embaucher derrière, on n'avait pas de souci à former la personne. Et ce qu'on voulait avant tout, en fait, c'était d'avoir des savoir-être plus que des savoirs et des savoir-faire. Parce qu'on voulait une équipe qui fonctionne ensemble. Une équipe en qui chacun se fait confiance, etc. Donc on a beaucoup insisté sur le savoir-être plus que sur le savoir-faire. Donc en fait, vous pouvez pas avoir un mouton à 5 pattes. Dans le sens, après vous pouvez le chercher, je veux dire, si vous trouvez quelqu'un qui a un putain de savoir-être, qui a un putain de savoir-faire, qui est compétent, tout ça, qui est jeune si vous recherchez un jeune, ou qui est vieux si vous recherchez quelqu'un qui a de l'expérience, prenez-le, je veux dire, allez pas prendre quelqu'un qui sait pas faire. Ça c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour les apprentis, ce que je suis en train de vous dire, c'est je suis conscient que c'est quand même relativement rare. Vous avez beaucoup d'entreprises, notamment des grands groupes, qui font passer des tests à des apprentis. Je veux dire, ils vous embauchent des apprentis, et l'apprenti, on lui met un bloc PHP entre les mains, et vas-y, montre-nous que tu sais faire du PHP. Mais putain, les mecs, c'est un apprenti, c'est à vous de lui apprendre, c'est à l'école de lui apprendre. Vous n'êtes pas là pour embaucher quelqu'un qui va faire du travail à mi-temps, c'est pas un CDI. Ouais, voilà. Pour un CDI, moi je trouve c'est... faire passer des tests, quoi, pour un apprenti. CDI, mais putain, dans quel monde on vit ? Moi, quand j'ai reçu les apprentis, alors les futurs apprentis en entretien, et que chacun m'expliquait, me demandait, vous faites pas de test, pas de test. Vous voulez pas qu'on vous fasse un logo ? Vous voulez pas qu'on vous fasse un truc gratuitement ? Mais non, mais... Bon, alors après, quand vous cherchez à bouffer, vous vous pliez aux règles de l'entreprise, mais moi je trouve ça honteux. Alors, mais par contre, le truc qui est bien, c'est si vous avez des trucs à montrer. Ah oui, allez-y. Parce que même si c'est des trucs pas top, moi ce que j'aime bien, c'est quand t'as un candidat qui te montre
sa motivation. La personne qui va se dire je sais peut-être pas super bien faire, mais je veux quand même essayer de se dire ouais, ça peut être un exemple de site, enfin nous dans notre cas, par rapport à là, ça peut être j'ai essayé, parce que par exemple, Oriane, elle a essayé de faire un site elle-même. Moi, elle a galéré au bout d'un moment, elle a été confrontée à des problèmes, mais elle a essayé, quoi. On a des candidats qui nous ont montré un portfolio, et moi, je trouve c'est cool, quoi. C'est parce que ça montre que quelqu'un est motivé, parce que t'as quand même pas mal de candidats qui tombent dans le web, un petit peu parce qu'on dit, ouais, vas-y, c'est hype, c'est tendance, tu trouveras un boulot. Et il y en a, ils sont pas... Enfin, je dis pas que tu dois tuer père et mère pour travailler dans une boîte, hein. Je dis juste que la motivation, ça va avoir une sacrée incidence lors de la candidature et de l'entretien de recrutement. C'est quelqu'un qui en limite... Bon, après, on va pas se leurrer de nouveau, hein, tu veux un boulot parce que tu veux bouffer. Mais quand tu t'intéresses pas à ton métier, à ton environnement, et en gros tu fais ça que parce que tu as besoin de bouffer... Alors, bon, je suis peut-être un peu dur. Non, t'as raison. Autant c'est pas un gros risque pour une grosse boîte, mais quand t'es une petite entreprise, c'est un gros risque en fait. C'est un gros risque parce qu'on se dit la personne elle va pas être motivée, il va falloir en plus de passer du temps à la manager, qu'on passe toujours du temps à la regonfler, à la remotiver. Et si déjà à l'entretien d'embauche t'es pas motivé, quand on sait que les gens se démotivent pendant l'année, bah ouais, ça inspire pas confiance en fait. Ça veut pas dire qu'on va refuser le dossier sur cette seule raison, mais ça met pas en confiance. Le chat fait un salto. Alors oui, je forme aussi des apprentis. Aucune entreprise n'a joué le jeu de nous donner un projet utile pour eux qu'on puisse réaliser en cours pour les former. On a dû se débrouiller, ouais. Il y a aussi ça, effectivement. C'est après et en plus, ce que je trouve assez étonnant, c'est que tu as des... Enfin, moi, au contraire, j'étais scotchée de voir dans certaines universités ou écoles qui faisaient travailler gratuitement les étudiants pour des entreprises, mais sur des gros projets. Et... ça, je trouvais ça très limite quand même, parce que c'est du travail dissimulé, à mon sens. Et surtout que l'étudiant derrière n'a pas forcément le réseau, il n'a pas forcément accès au réseau a posteriori. Et ça y est, surtout qu'en plus, on a à un moment donné, le risque, et on a été confronté un petit peu à ça, nous, lors de l'année de recrutement des apprentis. Il y en a une, en fait, qui était tellement blindée de boulot par la fac, mais de boulot en plus professionnalisant, qu'elle était fatiguée. Pendant... On s'est embrouillé avec la fac en plus. Ouais, je me suis embrouillée avec eux. Hein. Ils m'ont dit, mais en gros, ouais, mais attends, limite, je me suis fait taxer de non, mais vous pensez trop bien-être des gens. What? Pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi, c'est des êtres humains. Bon, bref. Non, mais clairement, on m'a dit, ouais, mais vous, votre cadre. Bon courage, Vessorette. Pardon. À bientôt, Vessorette. Ah, désolé, j'ai pas l'habitude du stream. Ah non, mais t'as bien fait. Non, mais je t'ai coupé, du coup. Non, t'as bien fait, y a pas de problème. Et en gros, ce qui était triste là-dedans, dans cet échange avec le prof, c'était, en gros, il me disait, vous la formez pas à subir le monde de l'emploi. Vous êtes des woke. Voilà, en gros, c'est limite le fait que je fasse... Mais le chat s'amuse à ramener l'élastique qu'on lui lance. En gros, le fait qu'on fasse pas d'heures sup... qu'on blinde pas de boulot, qu'on lui mette pas la pression aussi. Pas la pression, parce qu'en plus, en fonction du profil, on a une manière de manager différente d'un profil à un autre, on s'adapte. Et limite, je me suis presque embrouillée. Je me disais, mais arrêtez de la blinder de boulot, quoi. Enfin, elle est en gros, et aussi je le vois en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire que la formation, je la paye, fondamentalement. Donc, en gros, si elle est crevée, pendant qu'elle bosse avec moi, vous êtes gentil, non, ça m'intéresse pas en fait, parce que je la paye. Il y a un salaire derrière. Donc en gros, si vous me la fatiguez à fond pendant ces études, mais quel intérêt ? En fait, la problématique qu'on a avec les apprentis, c'est que, et d'ailleurs les universités et les écoles pourraient vous dire la même chose des entreprises, c'est que les entreprises en fait considèrent que ce sont leurs salariés et les écoles considèrent que ce sont leurs étudiants. En réalité, c'est un peu les deux. Mais en vrai, il y a l'entreprise qui paye et la formation et le salaire. Donc à un moment donné, faut aussi tenir compte de ce que l'entreprise raconte, quoi. Ouais, ça, et en même temps, effectivement, là-dessus, t'as raison. J'en discutais d'ailleurs récemment avec un responsable de master qui a des étudiants. Donc, moi, j'enseigne dans le cours et ce sont des étudiants en alternance. Et il y en a une, notamment d'étudiante, qui est ravagée par le travail, mais elle est blindée de boulot par l'entreprise. Et ça, c'est pas bon non plus. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est... Non, c'est... De nouveau, c'est pas possible, quoi.
justement, les entreprises disent je paye de la formation et son salaire, j'attends une rentabilité. Alors, moi, c'est surtout que j'attends. Qu'elle soit pas crevée déjà en arrivant le matin. Qu'elle soit pas fatiguée parce que quand elle est broyée, en plus, que c'est des métiers liés à la créa. À la créa, t'as beaucoup d'écrans. Donc, si c'est pour qu'elle passe jusqu'à 1h du matin sur son écran, que le lendemain elle se lève et qu'elle passe la journée sur son écran, moi, elle sera moins efficace. Donc, il y a son bien-être à elle, qui est la priorité. Et ensuite, moi, par rapport à la santé de mon entreprise, je me dis merde, vous êtes gentil, mais arrêtez de la blinder, quoi. Après, on pourrait mettre une règle simple. L'apprenti, il fait 3 jours. Pendant les 3 jours où il est à l'école, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de la blinder jusqu'à 1h du matin, ils font ce qu'ils veulent. Oui, Par contre, elle n'est pas censée avoir du boulot pendant qu'elle est en entreprise. C'est-à-dire que le soir, quand elle termine à 18h de l'entreprise, elle est censée rentrer chez elle, se la couler douce, comme un salarié. Il y a encore 17h chez nous. Oui, mais bon, le temps qu'elle rentre chez elle, 18-19h. Et puis elle revient le lendemain, fraîche et dispo. Voilà. Comme en entreprise. C'est pas censé être plus que ça, quoi. À moins que l'entreprise a surcharge de travail, mais auquel cas, c'est la responsabilité de l'entreprise. Ouais. Bon, après, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai été apprenti pendant 3 ans. En vrai, quand tu rentres le soir, t'as toujours un peu de boulot à faire pour l'école. Mais là, non, ils étaient vraiment surchargés de boulot. Là. C'était trop, et surtout que c'était des boulots professionnalisants. Enfin, c'était des missions pour des entreprises qui bénéficiaient gratuitement du travail des étudiants. Enfin, c'était ça, moi, je trouve hallucinant. C'est qu'en gros... moi, je le vois vraiment, encore une fois, d'un regard de chef d'entreprise. Je suis une petite agence, je paye la formation, et elle est limite, presque, bon, je lâche le mot, parce que moi, c'était pas loin de ça pour moi, presque exploitée, pour travailler pour alors, c'était pas forcément un grand groupe, mais c'était quand même une entreprise qui ne la paye pas, et qui va bénéficier gratuitement de ce qu'elle fait. Alors que c'est moi qui la... Enfin, tu vois, Enfin, c'est chaud, quoi, et tu dis... Parce que si on va par là... Et si l'école a le droit d'utiliser le temps de l'entreprise pour faire un peu ce qu'ils veulent, dans ce cas-là, nous, on peut aussi donner du travail à faire pendant que la personne est en pause à l'école. Tu vois ? Dire la pause de 10 heures, elle peut très bien, la personne répondre à un mail, etc. Alors qu'en réalité, nous, on n'attend rien de l'apprenti. Et en théorie, l'entreprise n'a rien à demander à l'apprenti pendant qu'il est à l'école. Après, oui, non, mais t'as carrément... Oui, là-dessus, Xanto, je suis d'accord avec toi. La gestion du temps est limitée. Mais par contre, alors pourquoi tu vois, on prend cet exemple-là ? C'est parce qu'à contrario, l'autre apprenti, l'école avait très bien intégré ça. Et en gros, pendant... donc, elle avait une partie de cours. Et parfois, il y avait des après-midi où c'était réservé pour ces travaux-là. En gros, il n'y avait pas tout le temps... Et en plus, au niveau cours, elle était nickel, tout ce qu'elle a appris. Mais il y avait des sections réservées pour ce travail-là. Pendant l'école, enfin pendant le temps d'école. Alors que l'autre, c'était vraiment blindé de cours, et en plus, ouais, vous démerdez. Limite, on leur a dit ça, vous démerdez. Non. Enfin, tu vois, si c'est pour être dans une démarche de... Mais c'est ça la vie, vous allez apprendre. Broyer les gens, surtout, en fait. Tu habitues les gens à se faire broyer. Enfin, quel modèle de société tu veux reproduire ? Tu vois, en fait, c'est même plus philosophique que ça. Je sais très bien que la majorité des entreprises, c'est encore ça, mais... Et encore, je sais pas... Et c'est pour ça aussi que je me suis engueulée avec le prof. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Alors, il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais pas dans toutes les entreprises. Et les entreprises qui ne sont pas en train d'opérer ce changement vont de toute manière être obligées de le faire, un peu comme avec le remote et le télétravail, parce qu'on a une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail qui n'a plus envie de travailler dans les conditions de l'ancienne. Donc les entreprises vont soit devoir s'adapter, soit devoir se démerder avec des boomers, et donc ne jamais embaucher de jeunes. Ce qui est problématique sur plein d'aspects. En tout cas dans l'aspect de la création. Donc bon, donc oui, il va y avoir un tournant. Après, on peut pas reprocher aux écoles non plus de vouloir former les jeunes à ce qui pourrait leur arriver dans des entreprises, on va dire, toxiques. Oui, non mais après tu peux les prévenir. Moi, j'aurais plutôt prévenu avec un truc genre, pas un jeu de rôle, tu vois, les sessions de créativité de gaming. Ouais, et en gros, voilà, vous avez la pression, tu vois, de simuler une forme de pression lors d'un jeu. Mais c'est vrai que tu as raison. Moi, je repense à ça, parce que pendant mes 3 ans d'apprentissage, on avait aussi des projets d'école. Et les projets d'école, en fait, on avait des après-midi qui étaient réservés à ça. Il était hors de question qu'on fasse ça le soir. Le soir, il fallait juste réviser nos cours pour les interros le lendemain, quoi. Ou les télés, effectivement, mais il n'y avait pas de projet. En fait, bon, après, c'est un secret de polichinelle, parce que en réalité, tu as des heures qui sont attitrées, des après-midi, des journées, des demi-journées, pour faire tes projets, et souvent, tu travailles quand même un peu le soir. Mais je veux dire, moi, j'étais pas broyé comme ça, quoi, clairement. On t'a vu de jouer avec le chat ? Non, mais... Je sais ce que je veux.
Alors, tu penses que les entreprises vont plier les chines ou alors les jeunes vont vouloir manger et accepter de travailler dans d'anciennes conditions de travail? Non, parce qu'il y a des connards comme nous qui donnons des bonnes conditions de travail, donc ils viendront travailler chez nous. Bah voilà. Pas grave. Il n'y a pas que ça, c'est que ils vont se barrer. Il y aura un turnover qui sera beaucoup trop conséquent. Et former tout le temps, reformer, c'est chiant. C'est moi, franchement, le truc que j'appréhendais, c'était que les 2 apprentis qu'on avait, c'était qu'elles nous disent... Enfin, on aurait accepté si elles restaient pas. Mais quand on leur a proposé un CDI à la fin, moi, ça m'aurait fait franchement chier qu'elles disent non, parce que on avait réussi à créer une synergie de groupe, on les avait formés à la culture d'entreprise, on les avait formés à ce qu'on vendait, et ça m'aurait gavé de les perdre. Mais après, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Mais à mon avis, non, la génération, elle a besoin de sens dans ce qu'elle fait, ou elle se barre. Et en plus, là, on l'a vu là avec le Covid et tout, avec les fermetures de postes, etc., il y en a qui se reconvertissent et qui créent leur boîte. Donc, ils vont former leurs concurrents, limite. Enfin... je sais pas, enfin... Moi, j'aurais tout un... Mais après, il y en a qui feront... qui resteront cons, peut-être. Hein. Ah, je suis en train de lire ce que Drinto dit, donc... Perso, dans l'établissement dans lequel je suis, jusque mai, on ne donne pas de temps pour les projets. Et à partir de mai, ils n'ont plus aucun cours de spécialité. Donc ils ont que le tronc commun, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de temps pour les projets. Du coup, c'est dans quoi? Qu'est-ce qu'ils font dans ton établissement? C'est vrai qu'on t'a pas demandé, ça peut aussi différer du comportement. Chaque école a son fonctionnement en plus. Hein. Et ça me fait penser aussi, parce que on a parlé de la lettre de... T'as parlé de la lettre de motivation, et je sais pas trop pour la nouvelle génération, mais je pense avoir un avis divergent de vous. Ouais, et après, ça dépend des profils. Hein. Moi, je sais qu'il y a des profils que je vois dans certaines écoles. Oh, je me dis, putain, mais ils sont boomers avant moi, quoi. Oui, enfin, attention, hein, c'est pas, quand on parle de la nouvelle génération, faut pas t'imaginer que nous, on est en mode, la nouvelle génération, elle est ci, elle est ça et ça. Oui, non, bien sûr, non. C'est un constat de... Globalement. Global. Mais t'as des profils... Il y a des gens très bêtes dans la nouvelle génération, hein. Quoi. Non, mais oui. Oui, comment il dit ça? Non, par contre, c'est vrai, moi, et j'ai remarqué, moi, c'était surtout dans le secteur luxe. J'ai soit des étudiants hyper créa, hyper wow, en gros, faut pas, avec plein de valeurs, ou alors j'avais des étudiants, des personnes, mais ouais, vraiment boumeuses, quoi. Et tu fais, ouais, putain, il y a encore du boulot, quoi. Il y a de tout, c'est un monde, quoi, on fait société, hein. Alors... Drinto... je fais pas ta nouvelle génération. C'est très gentil, on va plus se sentir pisser maintenant. Alors par contre, je suis d'accord avec toi sur informatique, électronique, etc. Drinto, moi pendant des années, on m'a dit attention, la nouvelle génération, elle est née avec un ordinateur dans les mains, elle va vous bouffer sur les compétences informatiques, etc., etc. En réalité, il n'en est rien. Je veux dire, et on avait dit la même chose avec à l'époque de l'automobile, par rapport à la génération qui a toujours connu l'automobile. On se disait, ouais, la nouvelle génération, elle connaît l'automobile. Mais franchement, combien de personnes de la nouvelle génération sont capables aujourd'hui de démonter et de remonter correctement un joint de culasse? Personne. Non, arrête, personne. Et en fait, il en va de même avec l'informatique. Même les gens qui sont nés avec des tablettes, qui sont nés avec... je veux dire, aujourd'hui, la plupart ne savent même pas configurer un Wi-Fi manuellement, ou configurer une adresse IP manuellement. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas non plus trop enjoliver, surtout sur tout ce qui est compétences techniques. Les compétences techniques de la nouvelle génération ne surclassent pas. Ne dépasse pas en tout cas forcément les compétences techniques de l'ancienne. Il y a eu des geeks et des nerds avant, il y aura des geeks et des nerds aujourd'hui, mais il n'y en aura pas plus en réalité, en tout cas sur les compétences techniques. Oui, complètement. Enfin, pareil, hein, moi je le vois dans certains étudiants, quand ils écrivent des mails, mais ça se voit qu'ils savent pas utiliser l'outil, mais ça dépend. C'est vraiment... c'est varié. Il y a de tout dans la nouvelle génération, ouais, d'accord. Ok. Non, c'est bon. C'est trop tard, t'as dit je suis de la nouvelle génération, c'est bon, je suis jeune. Ça me fait plaisir. Donc on a parlé de la lettre. Moi, la lettre de motivation, ouais, j'aime bien aussi pour le côté d'écrire un projet de vie, un projet professionnel. Moi, j'aime bien vérifier aussi la manière de parler. Enfin, la manière d'écrire. Bon, après, il y en a, ça sent, c'est les parents derrière qui font, mais bon, ça, c'est pas grave. Enfin, par contre, je suis très sensible, moi, c'est visuellement au CV. Enfin, visuellement et pas que. Le CV, ça te dit plus un. tout. Plus un.
ça dit tout de tes goûts, de ta manière de présenter. Enfin, il y a des fois, je reçois des CV pour travailler dans la créa, dans la com, et je me dis non, c'est pas possible en fait. Ton CV, il parle contre toi. Ton CV dit que voilà, j'arrive même pas à parler, j'ai fait une sorte de... non. Après, il y en a, ils doivent apprendre, ils sont en cours d'apprentissage. Mais t'en as, ils disent, oui, dans mes compétences, il y en a, il y a marqué, du genre, je maîtrise Photoshop, alors que limite, il fait son CV sur Canva. Tu fais, oh putain, fais un effort, quoi. Ou fais sur InDesign ton CV, enfin... Après, Sabine, ça coûte cher. Qui lit dans les CV, dans les lignes de ton CV. Ouais, non, mais alors moi, le CV, c'est hyper psychologique, je trouve, le CV. Non, je suis tout à fait d'accord. Tu peux voir si la personne, elle est créative. Je dirais tout de toi, Adrien. Si elle est plutôt littéraire, si c'est une flemmarde, si c'est quelqu'un de bordélique, suivant comment c'est organisé. Si c'est quelqu'un qui est plutôt visuel ou pas. C'est pas forcément pour le contenu, mais pour la forme du CV, effectivement. Ouais. Puis après, en gros, si la forme me plaît direct, je lis tout. Par contre, si je suis pas convaincue par la forme, je lis un petit peu en diagonale. Si je chope une info qui me plaît, là, je vais lire. Mais t'imagines quand tu bosses dans tout ce qui est milieu du web, l'image, quoi. L'image. Enfin, comme l'a dit Alexandre, une agence web, ça fait de la com numérique, en fait. C'est de la com. Comment tu communiques, comment tu te vends, comment tu te présentes. Et en gros, là, c'est le CV, quoi. Et après, ça dépend de ce que tu recherches comme profil. Parce que, par exemple, Oriane, qui avait écrit, une belle lettre... Oui, mais visuellement, ça se voyait. Et qui a fait son CV, c'était un CV de littéraire. Ouais, mais ça se voit. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça tout à l'heure par rapport à la complémentarité et l'intérêt d'avoir un littéraire pour faire du code. C'est-à-dire que moi, typiquement, je considère que le code, c'est avant tout une œuvre de l'esprit. Un peu comme quand vous rédigez un livre. Quand vous êtes en train d'écrire un livre ou que vous écriviez du code, c'est pareil. Il y a des règles de syntaxe, il y a des règles grammaticales, il y a des choses qui s'écrivent, des choses qui ne s'écrivent pas ou qui ne s'écrivent plus aujourd'hui parce que la langue change, la langue évolue. Et donc pour moi, avoir un profil littéraire qui se met à faire du code, c'est pas grave, c'est même bien, c'est même très bien. Parce que en plus, quand c'est un profil littéraire qui est journaliste, un journaliste c'est censé par exemple être quelqu'un qui recoupe les sources. Donc quand vous prenez quelqu'un qui a fait des études de journalisme, a priori, si on lui a bien appris dans son école à recouper les sources, c'est pas quelqu'un qui va, dès qu'il aura un problème, aller sur Stack Overflow, prendre la première chose et copier-coller bêtement. Il va aller vérifier plusieurs fois ce qui se passe. Et c'est ce qu'Oriane fait, typiquement. Oriane, quand je regardais par-dessus son épaule, c'est ce qu'elle faisait. Donc voilà, il y a tout intérêt à avoir des profils très différents là-dessus. Et c'est intéressant de brancher son cerveau quand on a quelqu'un qui vient vous voir et qui a pas fait la voie royale, et de se dire qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et si jamais votre recruteur n'allume pas son cerveau, c'est à vous, futur recruté, apprenti, futur CDI, d'essayer de mettre en avant ces facteurs de différenciation dans votre lettre de motivation. De dire voilà, je sais effectivement, pas forcément je sais, parce que vous partez du principe que c'est assez négatif, que ça envoie une idée négative du truc, mais de dire voilà, je viens d'un profil littéraire, donc j'ai ça comme appétence, j'ai ça comme compétence, que je peux utiliser de telle manière, je sais que ça c'est important, etc. etc. Pas tout ce que je viens de dire là, je voulais pas refaire deux fois et reparaphraser, mais c'est important. Elle l'a rapporté l'élastique. Hop là. C'est un chat-chien. Tout à fait, et... Non, mais complètement. Et en plus, moi, je suis sensible sur la question littéraire, parce que c'est ce que j'avais compris aussi du métier d'Alexandre, que le développement, tu écris, tu commentes, tu dois faire hyper attention. Enfin, que, tu l'as dit, c'est une œuvre de l'esprit. Et c'est vrai que j'étais impressionnée quand j'ai découvert le monde du développement, à quel point c'est un monde de l'écriture. Donc, pour ça nous a semblé mais super logique que quelqu'un comme Oriane, entre le profil journalistique, vérification des sources, parce que moi je trouvais ça super intéressant, quand elle tombe sur un problème, déjà elle essaie de se débrouiller d'abord toute seule, donc elle a ce besoin de comprendre, et surtout elle regarde sur internet, mais elle va diversifier ses sources, elle va choper dans plusieurs sites internet, et ça c'est super grave, parce que moi qui enseigne depuis 10 ans, il y a des étudiants qui font toujours ça. Il y en a, ils voient vite fait un site et ils prennent la première info qui vient et ils cherchent pas plus que ça. Et là, de voir ça, tu dis ça, c'est une sacrée compétence professionnelle. C'est une sacrée valeur ajoutée, hein, c'est clair. Donc ça, c'est quelque chose que si vous avez besoin, si vous avez un profil, on va dire plutôt littéraire, et que on vous dit bah voilà pourquoi vous voulez travailler dans le web, machin, etc. Bah déjà, alors si on est plus côté créa, côté
on va dire réseaux sociaux, etc. Donc évidemment, donc c'est hyper évident, mais il y a des capacités rédactionnelles dans le fait d'avoir un profil littéraire, mais ça va aussi dans le profil technique, créa de quel développement, parce que tu es censé savoir écrire, tu es censé savoir composer, et tu es censé savoir vérifier tes sources. Et en général, un profil littéraire, en général, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est pas systématique, mais en général, quand tu sais écrire un truc, c'est parce que tu vérifies souvent tes sources. Et notamment si tu as fait un master, je pense aussi aux personnes qui sont dans la recherche, genre master de recherche ou autre, mais vous vous rendez pas compte des compétences qu'on développe. Le côté faire de la veille, savoir écrire, se relire, parce qu'il y en a qui se relisent pas du tout, tout ce qui est aussi, effectivement, vérifier les sources, savoir aussi analyser un concept et de le synthétiser dans un document. Enfin, c'est énormément de valeur ajoutée qu'on peut rechercher en entreprise. Et parce que je sais que chez Oriane, c'est sa grande compétence. Chez Bérénice, c'est un petit peu moins sa compétence sur le côté littéraire, mais par contre, c'est un esprit créatif incroyable. C'est une artiste. Et c'est ça qui est rigolo après, c'est de manager des personnes qui ont différents types de profils. Et de bien prendre ça en compte. Et aussi pour revenir sur le recrutement, quand on avait recruté, t'avais commencé à le dire, mais de faire attention à ce que les gens s'entendent bien. Et ça, pour dire que parfois, ça peut parfois jouer contre les candidats. À un moment donné, il y avait des candidats, on avait vraiment hésité entre deux. Et globalement, ce qui a fait la différence notamment, c'est de se dire... Enfin, non, il n'y avait pas que ça, mais ça a été une des raisons supplémentaires de dire, elle par contre, ou lui, il va pas c'est pas qu'il va pas s'entendre, mais on sent que pour travailler dans le collectif, ce sera plus sympa avec... Enfin, on sent mieux. Toi, il y a une forme d'instinct, et par rapport à ce qu'on a compris du profil, de savoir-être, etc., tu dis non, et là, il faut mettre tel ou tel profil pour bosser ensemble. Quand vous êtes recruteur, surtout quand vous n'êtes pas dans la partie RH, quand vous êtes dans la partie opérationnelle, et que donc ce sont des gens avec qui vous allez bosser, il faut prendre des gens avec qui vous avez envie de bosser. Il faut que il faut que les salariés le matin ils aient envie de se lever pour aller bosser, mais quand vous êtes chef d'entreprise ou quand vous êtes opérationnel et que c'est vous qui recrutez, il faut aussi que vous ayez envie de vous lever le matin pour aller voir les mêmes têtes et pour avoir envie de bosser avec des gens. Si déjà vous sentez que le feeling il va pas se faire, ça sert à rien. Ça peut être compliqué. Hein. Ça peut aussi être compliqué. Il y a tellement de paramètres. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut pas vous en vouloir si vous n'êtes pas recruté. Ce n'est pas qu'une question de compétences. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, je me souviens d'un profil qu'on n'a pas retenu dans notre agence et qui pensait que c'était joué et qui pensait qu'elle serait retenue, qui m'a envoyé un mail juste après pour avoir plus d'explications, pour comprendre pourquoi elle n'avait pas été reçue. On a répondu LOL. Et en réalité, j'ai répondu en mode non, mais en fait, t'as rien à te reprocher. Rien. C'est juste que nous, on choisit des profils qui peuvent bien s'entendre. C'est une équipe qu'on cherchait à monter, une équipe de 4 personnes à l'époque, et il y a un autre profil qui collait plus. Ouais. C'est tout. Et c'est même pas quantifiable en fait. C'est une question de feeling aussi. Ouais. Et de la même manière, on a mis de côté des gens beaucoup plus compétents, techniquement, mais parce que, ingérable en termes de management. Et franchement, déjà que tu passes du temps à former les gens, franchement, on voulait pas s'emmerder. On a eu des clichés de développeurs. On a eu des gros clichés de développeurs. Et donc, on est très pragmatique quand on est chef d'entreprise. C'est comme ça. En même temps, on mise beaucoup sur ça. Et on voulait pas d'emmerdeurs, ou d'emmerdeuses. Désolé, mais en gros, alors, ce que j'ai par là, c'est que quand vous êtes en reconversion et que du coup, vous dites, merde, quand vous vous comparez avec des personnes qui sont très balèzes d'un point de vue compétences techniques, jouez-le sur autre chose à la rigueur. Si vraiment vous avez peur, vous n'arrêtez pas de vous comparer à ça, mais de vraiment plutôt miser sur le savoir-être et toutes les compétences transverses qui sont hyper valorisables en entreprise. Recoucou Vézorette et justement, analyse du besoin, rédaction de la documentation quand on fait de la recherche, effectivement. Mais en tout cas, c'est pas le plus technique l'emportera. Alors, pas du tout. Le plus brillant techniquement. Alors, pour répondre à la question de Drinto, sur les tirs au flanc et le management qui en pâtit, effectivement, la manière, alors pour l'instant on touche du bois, les tirs au flanc on n'en a pas, à part des mauvais recrutements de stage, mais c'est parce qu'en fait, quand c'est arrivé, c'est parce qu'on n'a pas fait de recrutement.
Ouais, c'est pas... Quand on passe par une vraie étape de recrutement, où on reçoit plusieurs CV, où on passe plusieurs coups de fil, plusieurs entretiens téléphoniques, où on passe un entretien en réel, pour l'instant, on s'en est toujours prémuni, dans le sens où on a senti les choses. Après, il y a des questions, c'est vrai que tout à l'heure, alors c'était pas toi, c'était Germain, je lui ai pas répondu, qui disait que lui, il faisait passer des tests techniques sur de la CAO. Nous, on les fait pas passer les tests techniques, par contre, il m'arrive de poser des questions techniques. Oui. Lors de l'entretien. Et je vois comment la personne réagit. Si la personne, elle est honnête, si elle me dit je sais pas, si la personne, elle essaye de me monter un flanc, ou si la personne, elle sait et qu'elle va me parler technique et que je vais avoir des étoiles dans les yeux, ou des étoiles dans ses yeux à elle, parce qu'elle me parle de technique et qu'elle est passionnée. Et après, on tient compte de tout ça pour savoir comment s'arranger. Après, il y a une partie des tirs au flanc que tu vas détecter, entre guillemets, au moment de l'entretien. Et il y a une autre partie que tu ne détecteras pas parce que... Alors après, il faut faire attention au niveau des tirs au flanc entre ce qu'on va appeler les tirs au flanc ponctuels qui, de temps en temps, ont une petite baisse de morale, une petite baisse de régime. De régime, une petite baisse motivation. De motivation, voilà, merci, je cherchais le mot. Une petite baisse de motivation et qui, ça arrive de temps en temps, ponctuellement. On est une équipe, on est là pour rester soudés, pour se soutenir les uns les autres, et les gens qui ont un modèle fonctionnel de tir au flanc. Qui est systémique, entre guillemets. Et ça, pour l'instant, les entretiens aident à se prémunir de ça. Enfin, en tout cas, nous aident à nous prémunir de ça. Alors peut-être parce qu'on fait beaucoup de choses au feeling, peut-être parce qu'on pose les bonnes questions, je sais pas. Peut-être parce qu'on a eu du bol jusque maintenant sur les différents CDI apprentis recrutés. Mais ouais. Ouais, complètement. Et je vérifie la musique. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Ok, je fais attention. Il y a ça et il y a le... En fait, je voulais revenir... Enfin, ça fait penser qu'on peut aller sur le terrain de l'entretien de recrutement. Comment... est-ce qu'il y a tout ce qui est les pièges et encore, je sais pas si... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, comme piège, il y en a un qui était un peu piégeant. Comme son nom l'indique. Non, mais qui était un peu... mais tu vas te casser. Ma bébé. On a... quand vous allez dans un entretien, en tant que recruté, c'est toujours intéressant de savoir dans quelle entreprise vous allez. Je veux dire, quelqu'un qui vient à un entretien, par exemple pour nous, qui n'a pas ouvert notre site web, qui ne sait pas ce qu'on fait, qui ne sait pas qui on est, qui ne sait pas avec quelle typologie de client on travaille, c'est plutôt mal barré. Ça, je ne supporte pas. De nouveau, hein. Ça veut pas dire que c'est un refus définitif, mais il y a une petite croix dans la longue liste de c'est comme ça. C'est pas bien. Tu vois, pour l'entretien, je suis comme ça. Il y a encore des gens comme ça, tout à fait. Ah oui. Donc, comme quoi, tu vois, même dans la jeune génération, il y a des problèmes. Hein. On n'est pas en train d'encenser la jeune génération. Non, il y a du des tout. choses qui... Et ça c'est... Bon. Et de la même manière, ça permet de... Enfin, ça, c'est la même problématique pour moi que lorsque les gens qui disent « Ouais, je comprends pas, j'ai fait 500 candidatures et il n'y en a aucune positive. » Ouais, mais si tu as fait 500 fois la même lettre, 500 fois le même CV et qu'en gros, tu t'adresses à « Bonjour, monsieur ou madame le recruteur », mais moi, ça m'intéresse pas. De nouveau, je demande pas à quelqu'un de venir travailler avec moi comme si c'était la boîte à sa mère. Je demande à quelqu'un de se dire « J'ai envie de bosser avec vous ». En fait, ce que vous êtes, ce que vous incarnez, parce que ma boîte, c'est mon bébé, quelque part. Et il y a énormément de nous dans cette boîte, une manière de voir le monde et aussi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vend. Enfin, quelqu'un qui doit faire des sites internet, qui doit faire de la communication et qui n'est pas foutu de savoir qu'est-ce qu'il vend comme produit, qu'est-ce qu'il vend à travers ses productions, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dégager comme élément. Ok, je suis qu'une boîte standard, écoute, tu m'intéresses pas, va travailler dans un grand groupe, en fait. Voilà. En fait, c'est pas une erreur gravissime pour un grand groupe. Après, attention, je pense pas que... Il y en a, ils ont leur susceptibilité. Ils ont leur susceptibilité, mais pour moi, en théorie, ça devrait pas être un problème dans un grand groupe. Parce que vu que les grands groupes, de toute manière, traitent leurs salariés comme de la merde, voilà. Mais quand t'es une petite entreprise, effectivement, ça a son petit intérêt de montrer que...
que tu t'es renseigné sur... c'est pas forcément montrer que tu vas aimer la boîte et que tu arrives dans une boîte familiale, etc. C'est pas la question, mais c'est montrer que tu as conscience de là où tu arrives et que tu es d'accord avec ça. C'est-à-dire tu dis, voilà, j'arrive dans une agence web qui a travaillé avec tel et tel type de client, moi ça me plaît parce que j'ai envie de faire telle et telle chose. Voilà, avec vous j'ai envie de travailler sur tel et tel projet. Et ça tu peux le savoir que si tu as été voir le site web de l'entreprise. Sinon tu ne peux pas le savoir. Salut Bastien, le maître panda, bienvenue à toi. On parle d'employabilité dans le web, reconversion professionnelle, etc. Donc si tu as un témoignage, vas-y, fais-toi plaisir. Si tu as dû te reconvertir ou que tu penses te reconvertir pour travailler dans le web, allez, ou peu importe le secteur. Voilà. Dans la jeune génération, il y a des problèmes, n'est-ce pas, Sabine? Ah oui, merci de me dire que je suis jeune, ça me fait trop plaisir. Merci. Il y a un autre piège dans lequel, effectivement, parfois les candidats ont tendance à tomber. C'est lorsqu'on leur demande s'ils ont des questions sur le job, sur l'entreprise, et qu'ils tombent un peu dans l'automatisme de la question, dans l'automatisme des questions qu'on peut poser par exemple à des grands groupes, et qu'ils ne s'adaptent pas en fait à la taille de la structure. Typiquement, nous on s'est retrouvés en entretien avec des gens qui nous ont demandé quels étaient les avantages à travailler pour nous. Voilà. Quel était leur avantage à eux de travailler pour nous, dans le sens, quels sont les avantages en nature, les 13e mois, les 14e mois, les 15e mois, les 16e mois, les primes de risque, les primes, les tickets resto, les titres de vacances, les chèques vacances, enfin bon bref, toute la liste qu'on peut avoir. Et nous là on se regarde avec Sabine en mode mais... il y a une bouilloire. Il y a une bouilloire, un micro-ondes, un frigo, un lave-vaisselle, mais comment t'expliquer On est une petite boîte. On est une boîte qui fait moins de 100 000 € de chiffre d'affaires par, quoi. Donc c'est pas. On offre le café. On offre le café. On offre le café. Le café chez nous, il a volonté, hein. Il a volonté, il est voilà, mais grosso modo, c'est très compliqué, quoi. Ouais. Alors, je pense pas me reconvertir, mais c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai l'occasion, malgré mon jeune âge, de faire passer pas mal d'entretiens. D'accord, donc du coup, c'est intéressant. Bah écoute, tant mieux, bienvenue à toi. Il y a du thé, Drinto, et il y a de l'eau. Il y a du chocolat. Il y a du chocolat, tout à fait. Voilà. Donc bon, non, mais... Il y a de la tisane aussi, il y a de la tisane, mais il y a tout. Mais voilà, effectivement... Bah, par contre, attention, ça veut pas dire que cette question doit être écartée. C'est juste que c'était vraiment la première question... et c'était vraiment posé un peu abruptement, mais en gros, moi, quel intérêt que j'ai à travailler avec vous? Enfin, voilà. Enfin, effectivement, mais c'est une question de grand groupe. Pas d'alcool au travail, Drinto. Oui, pas d'alcool au travail. Et ouais, donc ça, c'était... Par contre, ça veut pas... Ouais, voilà, de nouveau, c'est des questions importantes. Attention, je dis pas que vous êtes des rats si vous demandez les tickets resto, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'effectivement, il y a une question d'adaptation en fonction de la taille d'entreprise. Et ça peut être une question qui peut être posée, c'était juste que c'était la première et c'est un peu abrupt, la manière de poser comme question. Surtout quand l'échange n'est pas hyper bavard, en fait. Enfin, quand c'est juste des réponses assez... assez réduites, si on peut dire, en termes de quantité. On a eu aussi, est-ce qu'il y a un CE? Ah oui. Oui, on est deux salariés. On est deux salariés, il y a un CE. Est-ce qu'il y a un CE? Est-ce que... Ouais. Voilà, il y a plein de choses comme ça on s'est dit... bon, après, ça peut être de la maladresse, mais c'est vrai que... Ouais, je pense que c'était de la... Pour ça, c'était pas... Non, encore une fois, ça n'a pas été éliminatoire. Non. Pas dans notre cas, mais c'est vrai qu'on se dit, mince, est-ce que vous avez compris où vous mettiez les pieds? Voilà, c'est plus ça. C'est en gros, quand on candidate, de bien prendre ça en compte. Méconnaissance des petites entreprises, en tout cas. Ouais, voilà. Parce que... Alors après, c'est à nous d'expliquer pourquoi il n'y a pas de CE, pourquoi il n'y a pas tout ça. Ah, mais c'est ce qu'on fait en général, hein. On explique pourquoi. Mais ouais, donc effectivement, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pendant l'entretien qui peut être... Je réfléchis... Ah oui, ouais, non, ça dépend. Ça dépend, et le monde de la communication, il peut être très... c'est un peu... L'un des candidats, l'anecdote un peu marrante, enfin, moi, ça m'avait un peu... Je suis ok, vas-y, tranquille. L'un des entretiens téléphoniques, donc pas encore parce que oui, on a fait un entretien téléphonique, puis après le vrai entretien
pour éviter que la personne se déplace pour rien. En gros, rien qu'au téléphone, parfois, la manière dont les gens parlent, tu sais à qui tu as affaire. Et l'une de ces personnes, en gros, c'est elle qui a proposé de se tutoyer. Et tu te dis, ouais, ok. En fait, bon, là, je peux peut-être passer pour la vieille rageuse. C'est juste que c'est pas... Enfin, et dans la com, je sais que c'est plus... Ça peut être plus souple, mais... c'est pas au candidat de le proposer. C'est pas au... Voilà. C'est là... parce que surtout qu'il n'y avait rien qui disait que c'était en mode tranquille, détente. C'est ça que je veux dire. C'est que... Nous, on a une règle dans l'entreprise, on vous voit tout le monde jusqu'au moment de la signature du contrat. Et au moment où le contrat est signé, on se tutoie. Voilà. Parce qu'on est une petite boîte, effectivement. Oui, voilà, après, il n'y a même plus de questions. Tout le monde se tutoie. Mais jusqu'au moment de la signature du contrat, c'est toujours un peu délicat, quoi. Mais non, c'est mon masque. Oh, c'est contre Covid, arrête. Si jamais vous voulez un pyroflant avec ticket resto plus 3e mois, je peux postuler. Non, c'est bon. Si on ovule, d'accord. Ouais, si on ovule, on te dit, hein. Ok, merci Drinto. Ok, on te dira si on ovule. Je vais demander à toute mon équipe. Est-ce que vous ovulez Est-ce que vous ovulez aujourd'hui? Alors fais gaffe, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Même si t'es une femme. Gigi, est-ce que... Moi. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ces problématiques-là? La motivation, on en a un petit peu parlé, parce que là, je pense notamment aux stagiaires qui est actuellement chez nous. Ce qui nous avait bien plu, c'est quelqu'un qui se reconvertit. Et en gros, c'est quelqu'un qui a toujours bidouillé à côté et qui nous a montré des trucs de ce qu'il avait fait pendant sa formation ou en dehors. Et tu sens que c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait et motivé. Et ça c'est un truc en général très important à montrer, quoi. Ça peut un petit peu aussi aider. Qu'est-ce qu'il y a? Donc on a vu la candidature, un petit peu l'entretien. Après, peut-être une fois en poste, je sais pas si... si t'as d'autres choses à dire, vas-y. Hein. Non, mais sur la motivation, ce qui peut être intéressant, la motivation est la clé, on n'apprend rien à personne, je pense, on enfonce une porte ouverte. Mais là, en l'occurrence, avec le dernier stagiaire, qui est encore en poste aujourd'hui, ce qui a été important, c'est que moi je reçois beaucoup de demandes de stage dans ma boîte email et je les lis pas toutes. J'ai pas le temps, ou alors j'y réponds pas, beaucoup trop de travail. Et là, c'est une personne qui, en plus de m'avoir envoyé sa demande, 24 heures plus tard, m'a passé un coup de fil et m'a laissé un message sur mon répondeur. J'ai pas pu répondre parce que j'étais en réunion. Et en fait, ça m'a montré une certaine motivation et surtout une facilité de la personne à trouver les informations et à chercher les informations. Alors, mes informations ne sont pas cachées, hein, je veux dire, c'est assez facile de trouver notre numéro de téléphone, hein, c'est sur le site web. Mais il faut le faire. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Voilà. Par exemple, notre dernière apprentie qu'on a embauchée, c'est ça aussi qui nous a convaincus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que Sabine a, par ses fonctions de pompier volontaire, a rencontré sur un terrain de vaccination notamment. La personne lui a dit voilà, je cherche un stage, pas un stage d'ailleurs, c'était un apprentissage dans la communication, parce que je fais de la reconversion professionnelle. Et ce qui nous a convaincus, c'est le fait que Sabine lui a juste dit écoute, je m'appelle Sabine Palou, je suis des Forges du Web, et en fait elle a retrouvé comme ça notre adresse mail, elle a été sur le site web, elle nous a recontacté même pas 2 semaines plus tard, et ça montre de la motivation et de la débrouillardise. C'est simple, hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'hyper compliqué, mais ça montre une forme de motivation. Voilà. Alors après, on est d'accord, hein, ça prémunit pas de tout, hein, mais... Attends, je vais vous montrer c'est vrai que j'ai pas mis le site en... C'est les Forges du Web, pas la Forge du Web. Comment il s'énerve? J'y crois pas. Attends. Mais... Bah ouais, tu vas sur Google. Oh Attends, j'arrive. Bravo les commandes. Ouais, non, par contre, c'est vrai que je crois pas qu'il y ait beaucoup d'éléments... Non, il y a rien. Non, il n'y a rien sur les Forges du Web. Moi, j'ai mis que Bonheur des Arts. Ouais, le concurrent là, il existe que depuis 2 mois, hein, donc... ouais, on va se calmer. D'abord. Je te jure. Et aussi, attends, il y avait un autre truc.
Qu'est-ce que... Ah, bordel, il y avait un truc que je voulais mettre en avant par rapport à la... Bah alors, chat. Merde, c'était quoi Bon, c'est un autre truc en attendant, vas-y, parce que je perds mon truc. Ça m'énerve. Non, je voudrais pas te perturber. Hein. Je me suis déjà perturbée. Merde. Oui, Gigi, qu'est-ce que t'as à dire, toi dis-nous tout, toi. Gigi, ta reconversion, c'est bien passé. Mince, non mais si, vas-y, meuble, parce que... meuble. Je sais plus quoi dire, moi ça fait 1h30 qu'on parle, on a fait un peu le tour des sujets. Erreur, ouais, on va lancer une pub. Erreur peut-être aussi à ne pas faire. Moi, quelque chose qui m'a choqué à un moment donné, on a fait des recrutements à une terrasse de café dehors. C'était un jour où il y avait grand soleil et en fait le candidat a gardé ses lunettes de soleil alors qu'il avait le soleil dans le dos. L'intolérance même. Et moi qui avais le soleil de face, en pleine gueule, j'ai retiré mes lunettes de soleil. Voilà. Et je pense que c'était de la maladresse, mais c'est très compliqué parce que moi qui suis non, c'est pas des vieux cons, c'est qu'en fait quand tu parles aux gens et que tu les regardes dans les yeux, il y a des choses qui se passent entre guillemets. Et là, comme je ne voyais pas les yeux de mon interlocuteur, ça avait du mal à se mettre en place, quoi. Du coup, ça n'a pas aidé le feeling à se mettre en place, clairement. Donc, faites pas ça. Le style vestimentaire aussi, beaucoup de langage non verbal qui passe. Alors, non, pas du tout. Nous, pas du tout. Nous, on s'en fout tellement. Pas du tout, parce que Oriane qu'on a reçu est venue en tenue estivale. En maillot de bain, limite. Non, pas en maillot de bain, mais en tenue estivale avec des manches très courtes et on voyait ses tatouages, par exemple. Et ça n'a pas été, tu vois, un facteur de refus. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises où si t'es tatoué, percé, machin, c'est fini, ça passe pas, quoi. C'est niette, ça passe pas. Si t'es pas habillé. Ça ou la mini-jupe. Si t'es pas habillé en. Si t'es pas. Ouais, short hawaïen si tu veux. Mais si t'es pas habillé. Si t'es pas habillé en tailleur, ça passe pas, quoi. Nous, on s'en fout. Mais on est dans la com. Merci beaucoup, Jmarzinwan. Pour ton follow, bienvenue à toi. Ah ouais, je vois. Coucou. Je me disais bien, ça me disait quelque chose. Ah bah oui. Moi, moniteur de voix, je m'explosais les yeux à ne pas mettre les lunettes de soleil, notamment avec des enfants. Ah mais oui, voilà, parce que c'est important le regard en fait. C'est super important. Non, nous, alors les fringues, on s'en fout. Les fringues, on s'en fout, ouais. Parce qu'on est une agence de com. Enfin, en fait, il faut être logique. Tu vois, là, je t'ai habillée comme ça pour le boulot. On est une agence de com, on s'en fout. Et tu es croyable. Je suis croyable. Je suis jeune. Je suis nouvelle génération, il paraît. Enfin, bon. Justement, une bonne com passe aussi par l'apparence. Bah oui, mais du coup, définis bonne apparence. Définis bonne com. Parce que dans ce cas-là, tu vois, le bon communicant, c'est celui, comme je vois dans Paris, qui a son Apple sous le bras, qui a des tatouages partout, des piercings partout. Les cheveux rasés d'un côté, pas rasés de l'autre, qui est stylé, quoi. Et de l'autre côté, tu peux avoir quelqu'un... Et en même temps, tu as... Pareil, je travaille beaucoup dans tout ce qui est marketing du luxe, et là, les gens sont plutôt en tailleur. Mais... Alors après, en l'occurrence, là, pour nous, le style vestimentaire n'est pas un problème parce que ce sont des postes qui ne sont pas en contact avec la clientèle. Si le poste était en contact avec la clientèle, ce serait un facteur, effectivement, pas forcément éliminatoire, mais peut-être que si on voyait quelqu'un arriver en jogging alors que c'est censé être un commercial au contact du client, on lui posera quelques questions. Ça, mais par contre, c'est vrai, et on n'avait pas aimé, donc on a expliqué pourquoi. Mais c'est vrai que quand on disait, parfois, parce que pour nous, c'est important d'emmener avec nous parfois les apprentis, et bon, maintenant, elles sont en CDI, de les emmener avec nous en entretien, avec des réunions clients. Et là, on leur dit, bon, écoute, je sais même plus comment on j'ai même pas besoin de le dire. Ah oui, naturellement. Bon, parce qu'on s'était posé la question, ouais, peut-être, mais en même temps, c'est délicat parce qu'on n'a pas envie de leur dire, et en même temps, il y a des entreprises, il y a des clients qui peuvent être un peu. Non, moi, j'ai juste une fois, une des personnes qui m'a demandé
ce que je pensais de son style vestimentaire, et je lui ai dit, écoute, moi je m'en fous, j'ai aucun problème. Tant que t'es pas au contact du client, voilà, tu peux venir comme tu veux, hein, j'ai pas de souci. Maintenant, le jour où on est au contact du client, faut venir un peu propre, quoi, enfin, propre. Ah, non mais dégueulasse. Non mais voilà, ça va être clippé, ça va être déformé, non mais dégueulasse. Mais présentable commercialement, voilà. En gros, ce qui répond aux attentes et aux normes de la profession. Voilà. Oui, moi là je suis propre, ouais. Mais j'irai pas comme ça en clientèle. J'irai pas avec un t-shirt comme ça et un pull comment on appelle ça ? Un gilet. Un gilet, voilà. Un pull gilet, j'irai plutôt avec un pull. Un pull ouvrable. Un pull ouvrable. Un pull mobile. Voilà, pareil, moi je serais pas habillée comme ça pour un rendez-vous client. Mais j'aurais la même coupe de cheveux, les mêmes lunettes, je serais rasé d'un peu plus près. Là, je suis un peu moins bien rasé. Moi aussi, je serais rasé. Mais voilà, j'aurais la bague, la montre, ça change pas, quoi. La gourmette, ah non, j'ai pas la gourmette là. Mais ouais. Je serais peut-être maquillée si j'ai du coton, du démaquillant chez moi ou de l'huile d'olive. Voilà, c'est à la ref, t'as mon TikTok. Donc bon. Tu parles à quelqu'un qui peut défendre n'importe quelle forme d'art. Eh oui, tout à fait. Les hystériques de l'art, je leur parle pas. Même le caca dans du coton, c'est de l'art. Alors, caca dans le coton, c'est parce qu'en fait, la visite Picasso hier, vous regardez le replay. Coucou Tata. En plus, t'arrives, on parle de caca. Bonjour Tata, on parle de caca. Non, parce qu'en fait, voilà, regardez le replay de la visite Picasso hier, parce qu'à un moment donné, je regardais une œuvre, je lis le petit cartel, donc le petit carton qui est à côté, qui dit qu'est-ce qu'il y a dedans. À un moment donné, je vois selle. Et je dis selle de cheval, tu vois. Et je me dis merde, c'est au pluriel, c'est bizarre. Donc selle. Voilà. Et je me dis bon, je lis. Et tu fais non, c'était du caca. Tu fais d'accord. Voilà. Donc t'es en live, tu veux. Le caca. Voilà. C'était une œuvre de Picasso. Voilà. Donc on aurait dû faire la visite avec Opécrotte. On va faire le clip pour Opécrotte, genre le caca, c'est pour toi Opécrotte. Voilà. Je choisis toujours les meilleurs moments pour apparaître. Ah voilà. D'accord. Bah non mais voilà. Je sais, c'est la qualité de cette chaîne, de ce stream, de parler toujours de trucs bizarres. Même toi, du coup, Tata Chrysate, toi, c'est aussi de la reconversion. Est-ce que tu as fait l'école du cirque par rapport à ce que tu fais? Et encore non, enfin, toi, tu as fait l'école du cirque et puis après, tu as bifurqué. Mais je me souviens plus, tu as fait l'école du cirque pour en faire ton métier ou tu as fait l'école du cirque comme certains font des écoles de musique? Ah oui, est-ce que c'était complémentaire à ton parcours ou c'était vraiment temps plein, si on peut dire ça comme ça? Ah voilà, c'était comme du sport. D'accord, ok. C'était une activité à côté. Ok, je vois le truc. Et j'ai pas retrouvé mon truc de tout à l'heure, ça m'énerve. Bah putain, ça valait le coup de meubler. Je sais. Non, mais je vais trouver, t'inquiète. Bah non, Alors, faut que je me remeuble. Quel enfer. Alors... non, mais bon, voilà. Bref, si. Et oui, t'as vu, voilà, Saïdrinto, il est... Oh, Drinto est en train de faire un AVC. Oh, voilà. Et oui, Tata Chrysate a fait l'école du cirque. Incroyable. Sinon, comment vendre les compétences, on a parlé de l'entretien. En fait, l'âge. Ah oui, c'était la question de l'âge. Parce qu'on avait commencé par rapport à tout ce qui est reconversion professionnelle. Mais ça, malheureusement, les gens, ils y peuvent rien de leur âge. Non, c'est pas ça que je dis. Vous voulez pas rajeunir un peu? Merde. Non, c'était par rapport au fait de comment... parce que je sais que c'est une discussion que j'ai eue avec Cromet sur Twitter. Parce que Cromet recherche à se reconvertir, notamment dans le web. Et je sais que nous, quand tu es dans une petite agence, ça peut être un gros frein, l'âge du candidat, quand tu es en alternance, parce que ça coûte plus cher. En fait, quand tu es... Voire ça sort des aides. Oui, ça sort des aides, dans certains cas. Et c'est vrai que malheureusement... Enfin, du coup, ça peut être... Bon, il y a peut-être des boîtes qui s'en fichent de ça, des petites boîtes. Nous, c'était pas possible. Mais en gros, c'est pour dire que peut-être que là, par rapport à l'âge, il y a peut-être une stratégie... différente, ouais. Voilà. C'était plus par rapport à ça que je voulais évoquer la question de l'âge. De dire plutôt peut-être un grand groupe. Parce que les petites agences, malheureusement... Bon, voilà, c'est compliqué. Oui, peut-être effectivement on ne visait pas les petites agences parce que je me souviens on avait reçu un profil très intéressant à l'époque où on cherchait les apprentis, mais c'était quelqu'un qui avait 29
29 ans, 30 ans. Ouais. Et du coup, au final, non seulement il n'y avait aucune aide d'État, mais en plus, sur la grille tarifaire, tu dois payer cette personne comme un salarié en CDI lambda. Et ça triple. Et en plus, c'est avec les cotisations patronales. De quoi? Non, mais je réponds à Tata Krisa. Oui, merci Tata Krisa. Oui, avec les cotisations alors salariales, c'est le salarial qui les prend en charge, mais les cotisations patronales à rajouter derrière, c'est vous multipliez par 3 le budget, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, enfin. Alors après, vous avez quelqu'un qui a plus d'expérience de la vie. Ça peut être un bon intérêt, mais souvent les jeunes entreprises n'ont pas les moyens. Ça, surtout qu'en gros, quitte à payer quelqu'un avec ce type de salaire, je préfère avoir quelqu'un à temps plein. Alors que quand tu prends quelqu'un en alternance, bon, ok, il est formé pendant, mais du coup, toute la problématique, c'est, je l'ai qu'à moitié du temps dans la boîte. Et ça, ouais. En gros, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette émission, c'était peut-être pour donner le point de vue du recruteur, le point de vue de la boîte qui... on est tous dans le même cas. Enfin, déjà, parce que autant les gens ont besoin de bouffer, donc ils ont pour ça qu'ils travaillent, mais nous aussi, en fait. Enfin, nous, on fait partie de cette catégorie de chefs d'entreprise. Tu travailles pour manger, toi? Oui. Désolée. Pour payer les croquettes de Titi. Voilà. Sinon, elle me griffe. Elle me mord. Hein? Je t'ai vu. T'es où? Elle va me sauter à la gorge, elle va me... Voilà. Je suis un des plus vieux du serveur, et tout comme ça, une jeune... Oui, voilà, on est jeunes dans nos têtes, jeunes dans nos cœurs. Voilà. Tu réponds quoi à la question, pourquoi vous venez postuler chez nous? Moi, c'est moi qui la pose. Non, par contre, c'est vrai. C'est pas une question qu'on pose, ça, étrangement. Non, on la pose pas. Alors, par contre, la question que je pose, une question cliché, mais que je trouve elle est très pertinente. Enfin, moi, je la trouve pertinente, après, voilà. En gros, j'aime bien demander à la personne pourquoi je te recrute toi plutôt qu'un autre. Enfin, en gros, pourquoi je devrais vous recruter vous par rapport à une autre personne. Oui, ça on la pose tout le temps, parce que ça permet de voir si vous connaissez votre facteur de différenciation et si vous savez argumenter. Ça, et si vous n'êtes pas en mode « Ah, moi je suis le meilleur ». Donc voilà, Drinto, t'es pas embauché déjà. Je suis pas... Ah voilà. Non, voilà, t'es viré direct. Ça montre un trait de caractère moyen. C'est ça. Et je trouve que c'est intéressant comme la manière dont tu réponds. En fait, finalement, et là, je pense que c'est pareil quand je fais du coaching en étudiant pour leur mémoire, etc., pour les jurys notamment. En gros, on s'en fout de la réponse. Enfin, sauf quand tu dis des trucs genre « Ouais, je suis parfait ». Donc, oh, putain. En gros, c'est comment tu réagis à une question un peu déstabilisante. Cela dit, je suis parfait. Moi, je me dis, le mec, c'est un troll et on va peut-être rigoler. Alors, ça dépend de comment aura été l'entretien. Ouais, ça dépend comment l'entretien s'est passé. C'est vrai que c'est pas juste sur cette question-là que tu vas juger. Ouais. Si la personne dit « Ouais, je suis parfaite », ouais, bon, d'accord. Voilà, enfin, ça se sent le troll. Hein, okay. C'est en gros, si t'as déjà un ressenti et que la personne à la fin dit « Non, parce que je suis parfaite, de toute manière, t'as pas le choix. Oh », voilà. Si déjà la personne, tu la sentais pédante pendant l'entretien, ça va pas aider. Ça confirme. C'est une question, en gros, t'attends de voir, mais qu'est-ce que va répondre? Mais t'arrêtes de taper avec ton stylo. Je vais te casser ton stylo. Je vais te rentrer dans le nez, ton stylo. Eh oh, pas de violence. Agression sexuelle. Drinto, on le sent même avant même qu'il arrive. Sauf s'il pense être vraiment parfait. Oui, mais voilà. Mais là, de nouveau, ça va être un... Il va falloir qu'il le prouve. Hein. Faut le prouver. Là, je disais tout à l'heure, je fais pas passer de test. Un mec qui est sérieux, qui me dit je suis parfait, je lui fais passer un test derrière. Bah voilà, vas-y. Prouve-le. Prove it. Et surtout qu'après, il y a un... Il y a un... Comment on dit pendant un mois, t'es... Une période d'essai. Période d'essai. Mais moi, 45 jours. Mais moi, j'aime bien ce type de questions qui sont censées être un peu déstabilisantes. Parce que ça dit beaucoup de toi, en fait. Et, même quand tu prépares beaucoup l'entretien. Alors, préparer beaucoup un entretien, c'est bien parce que ça montre que tu es sérieux, que tu es motivé, impliqué. Par contre, ça montre que peut-être il y a quelque chose pas que tu veux cacher, mais il y a peut-être un petit truc qui bloque en toi et qu'on va essayer de sortir, en fait, pendant les entretiens. Ouais, mais Tata, tu vois, dire que t'aimes pas la question, c'est répondre à la question, du coup. Et si tu me dis j'aime pas la question en entretien, je te demanderai pourquoi tu ne l'aimes pas et pourquoi elle te dérange. Et donc, en fait, tu vois, ça amène une discussion. Il y a jamais... Enfin, à une question, il n'y a jamais une bonne et une mauvaise réponse. En fait, ça dépend de ce que tu vas répondre et de ce que tu vas en faire et de la personne que tu as en face de toi. La réponse sera mauvaise par rapport à moi, tu vois, pas par rapport aux gens en général.
Parce que justement, est-ce que tu dis, Tata Krisa, parce que c'est plutôt pourquoi on devrait vous engager, mais pas tellement par rapport à un autre, et bien justement, c'est de voir la personne, comment va se positionner dans une équipe. Si la personne te répond, elle va plutôt me présenter son facteur différenciant, sans parler des autres. Ça veut dire si elle connaît pas les autres en plus. Elle les connaît pas. Comment elle pourrait... En gros, c'est qu'est-ce que tu penses avoir de plus ? C'est pourquoi toi... Et, quel est ton petit truc en plus ? Et notamment, je me rappelle, Bérénice, elle a joué sur le coup du... je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans la vie. Et j'ai un regard sur le monde qui est riche, en fait. Et comme elle aime les voyages, elle avait joué sur cette argumentation-là, mais elle n'avait pas comparé avec d'autres personnes. Et je rebondis là-dessus. C'est pas mal parce qu'en plus, ça permettait, on en avait déjà parlé avant, elle avait déjà justifié ça, mais Bérénice, c'est quelqu'un qui avait un trou d'1 an, 1 an et demi dans son CV. Ouais. Parce qu'elle a pris 1 an et demi pour voyager. Après, il y a eu le Covid, etc. Non, il y a eu 2 ans finalement, parce qu'il y a eu 1 an de voyage et 1 an de Covid, et elle est revenue sur le marché du travail après, et se servir d'un trou d'1 an sabbatique dans ton CV comme une force, génial. Tout à fait. Mais en plus de quoi, par rapport à quelqu'un qui voyage pas, ou qui se dit pas que... voilà, parce que justement, Bérénice a passé 1 an à voyager et à travailler dans le monde, en fait. C'est ça, en fait. La majorité des personnes ne font pas de voyage. Enfin, parfois pour des raisons financières, tu me diras, attention. Là-dessus, voilà, je veux pas... Mais en gros, c'est toujours ça. C'est, écoute, moi, j'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, donc j'apporte un regard très ouvert sur... Tu vois, regarde, moi, là, aujourd'hui, si je devais candidater à un poste de directrice artistique, je serais en concurrence avec quelqu'un d'autre, on dirait, en gros... et je la connais pas, tu vois, je connais pas du tout l'autre candidate. Ou candidat, on s'en fout. Et en gros, comment je jouerais ? Je jouerais sur ma carte d'historienne de l'art. Et je la connais pas, ça se trouve en face, on a une historienne de l'art aussi. Mais je jouerais d'une certaine manière, parce que même si elle est historienne de l'art, elle le jouera autrement. C'est ça le truc, c'est comment toi tu te différencies par rapport à... Qu'est-ce qui te rend unique, en fait, tu vois, c'est par rapport à ça. Pour répondre à Tata, tu as raison, mais on va pas demander aux gens d'argumenter sur leurs faiblesses. Parce qu'en général... En fait, moi, j'aime pas justement la question sur la faiblesse, parce qu'en général, là, on la pose pas, ça. Les gens vont choisir une faiblesse qui est pas une faiblesse, genre... je suis exigeante. Je suis pugnace. Je suis pugnace. Je suis pugnace. Non, la question de la faiblesse, on la pose... je la pose pas, c'est juste montrer que tu maîtrises le vocabulaire. C'est historienne ça... dollar. Oh là 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 là. Historienne dollar. Les mots durs sont lâchés. Les mots durs sont lâchés, c'est ça. Mais je sais que on me l'a déjà posé, c'est quoi ma faiblesse ? Et je sais que je réponds, en plus, ce qui est vrai, je pense, c'est ma faiblesse et qui est en même temps une force. Ma faiblesse, je suis trop exigeante, mais avec moi. Après, tu sais, Tata, quand on dit par rapport aux autres, c'est un autre général, c'est pas par rapport aux autres candidats. C'est qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens exceptionnel ? Grosso modo. Enfin, je suis peut-être un peu violent dans le mot, mais tu vois, on est tous différents justement les uns des autres, et toi, en tant qu'être humain, tu vis avec d'autres gens, et il y a des choses qui font que toi, Tata, tu es différente des autres personnes qui t'entourent. Ça, et aussi, pourquoi toi, tu penses que tu pourrais intégrer mieux la boîte, en fait. Enfin, en gros, c'est aussi une question de projection. C'est aussi pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu es différenciant par rapport à un global, et surtout, qu'est-ce qui fait que tu te sens projeté dans notre boîte. Finalement, c'est aussi ça, cette question. Hein. Après, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Rien que le fait de répondre, moi... j'aime pas ta question. Moi, j'aime pas cette question pour telle et telle raison. Pourquoi ? C'est génial, parce que ça va apporter d'autres questions, ce qui va faire qu'on va avoir une discussion autour de cette question-là, et peut-être même que tu arriveras à nous convaincre que cette question est complètement conne. Dans quel cas, ce serait drôle. Ouais, c'est pas de problème. Une question, c'est comment vous réagissez par rapport à un problème précis plutôt que la question des faiblesses. C'est-à-dire, Bastien, je suis pas sûre de comprendre. Oui, ça, Bastien, on le fait d'un point de vue technique. Moi, je disais que je faisais pas passer de tests techniques à l'écrit ou sur une machine, mais effectivement, si j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit je maîtrise le PHP, et qui est sûr de maîtriser le PHP, je vais lui poser quelques questions techniques sur le PHP pour m'assurer qu'il n'est pas en train de me vendre du vent. Ouais. Mais ça va pas aller bien loin, mais oui. Ou alors je lui demandais, pas forcément une question très précise, genre dans tel cas de figure tu fais quoi, mais peut-être, tiens, t'as vu récemment qu'il y avait la release tant qui apportait telle et telle chose, t'en penses quoi ? Ouais.
Allez, dissertation. Dissertation sur la nouvelle manière de gérer l'OP Code. Hop. Et tu vois, disons, je peux faire une question plutôt, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de plus à la boîte? Pour moi, finalement, c'est la même question. C'est juste que toi, tu la présentes de cette manière-là. Oui, on a peut-être mal présenté la question, je sais plus comment on l'a présentée à l'époque, cela dit. Non, pourquoi vous plutôt qu'une autre? Ou un autre? Non, mais c'est vrai que ça peut être violent, ça peut être vu comme quelque chose de violent. Oui, mais de nouveau, le but, c'est de déstabiliser. De nouveau, moi, les jurys... T'es déstabilisatrice. Ça fait partie de... Enfin, je vois la notation quand tu fais un jury de soutenance ou autre, ça fait partie, finalement, de la notation de comment tu réagis à des questions qui peuvent être déstabilisantes. C'est comme ça qu'on... toute soutenance, normalement, ça doit pas être de la complaisance. C'est comment tu réagis par rapport à des questions qui peuvent un petit peu te mettre en difficulté. Normalement, c'est ça, une soutenance. Après, il y a peut-être des cas où ça se passe... voilà. Mais globalement, faut pas s'en prendre plein la gueule non plus, c'est pas le but. Mais c'est censé montrer à ce moment-là que tu maîtrises un sujet et tu dois le prouver aux autres. Et il faut un petit peu en discuter, quoi. Et moi, je sais que je fais partie de la catégorie des profs qui adorent déstabiliser, parce que la vie, c'est ça aussi. La vie, c'est toujours être un petit peu en dehors de sa zone de et en même temps, est-ce que c'est pas une question à laquelle les gens s'attendent? Du coup, est-ce que tu déstabilises pas? Est-ce que tu déstabilises vraiment? Vu à chaque fois la tête qui... Non, j'avoue, non, mais ça dépend. Parce que j'aime bien la manière de Tata de poser la question. Ça me parle aussi. Ça me parle aussi. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à la boîte? Oui, c'est plus neutre en fait. T'arrives au même résultat et c'est un peu plus neutre, c'est vrai. Trento qui essaie de déstabiliser ses élèves, voilà. C'est juste que voilà, pour moi, c'est la même question au final. Mon chat veut plus de câlins, pour éviter toute jalousie de ma part, tu peux lâcher ton... Non, mon baby. En même temps, c'est elle qui me colle. Oh, Tata Crisa, tu n'as que des qualités. C'est beau, ça. C'est beau. Soutenir, c'est tenir une charge, du coup, un stress qualitatif, ça se tient. Ouais. Tout à fait. Oh là là, ça s'embrouille. Donc voilà, je pense qu'on a déjà fait un bon tour là. Après, je sais pas s'il y a d'autres... Non, moi je vais pas tarder à avoir un coup de fil. Au pire des cas, oui. Tu peux continuer. Moi je passe mon coup de fil et je reviens s'il y a d'autres points abordés. Mais bon, je crois qu'on a quand même abordé pas mal de choses. Parce que surtout que... En fait, c'est un principe d'émission qu'on veut un petit peu... on voudrait renouveler le concept. Donc, le concept. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir assisté à cette présentation. On espère que ça vous a plu. Voilà.